Elle a attrapé le gâteau de mariage à 2 étages et l'a écrasé en plein visage d'une femme de 63 ans devant 400 invités, dont certains des chefs mafieux les plus puissants de toute la côte Est. Ce qui s'est passé derrière les portes closes de l'arrière-salle de cet hôtel était 100 fois plus brutal que ce que les invités de la salle de bal ont pu voir. Et ce qu'a fait le chef mafieux le plus impitoyable de New York lorsqu'il a finalement découvert la vérité a provoqué une onde de choc dans tout le milieu criminel que personne n'avait vu venir. Cette histoire d'amour, de trahison, de vengeance et de justice au cœur du monde criminel vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Mais pour comprendre comment tout a dégénéré jusqu'à ce moment de pure destruction, nous devons remonter quelques mois en arrière, car cette histoire n'a pas commencé avec un gâteau volant dans les airs. Elle a commencé par un sourire hypocrite, une poignée de mains glaciales et une légère odeur de poudre à canon qui flottait encore dans l'air en cette nuit de septembre à Manhattan. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, pour vraiment comprendre comment une femme qui survécut au bal et aux coups de gangsters rivaux a failli perdre son propre fils, non pas à cause d'une arme à feu, mais à cause du sourire d'une femme qu'il croyait aimer, nous devons commencer par le tout début. Dominic Valente avait tout ce dont un homme de 36 ans pouvait rêver, et beaucoup de choses que la plupart des gens ordinaires n'oseraient même pas imaginer. Il était à la tête de la famille Valente, l'une des organisations les plus puissantes de New York. Un empire qui s'étendait des restaurants italiens les plus luxueux de Manhattan à une chaîne d'hôtels-boutiques le long de la côte Est, des tours immobilières, valant des centaines de millions de dollars à un réseau clandestin que personne n'osait mentionner en public. Son penthouse se trouvait au sommet d'une tour à Tribeca, d'où il pouvait admirer toute la ligne d'horizon de Manhattan, où les lumières de la ville se déversaient sous ses pieds comme si tout New York lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Lorsque Dominic Valente entrait dans une pièce, toutes les conversations s'arrêtaient. Non pas parce qu'il était grand, même s'il mesurait près de 1,80 m, avec des épaules larges et une carrure solide qui semblait sculptée dans la pierre. Ce n'était pas non plus à cause de son costume noir parfaitement taillé, ni de la montre à son poignet qui valait autant qu'une maison entière. C'était à cause de ses yeux, les yeux gris foncés, froids comme l'acier, qui rencontraient quiconque se tenait devant lui avec un calme terrifiant, comme s'il avait déjà calculé chaque mouvement avant même que l'autre personne n'ait pu ouvrir la bouche. Personne n'osait soutenir le regard de Dominic Valente pendant plus de 3 secondes. Ceux qui essayaient ne voulaient pas recommencer une deuxième fois. Il était impitoyable avec ses ennemis, distant avec les étrangers et d'un calme douloureux. Dans le milieu, les gens lui donnaient plusieurs surnoms, mais le plus courant était le silencieux, parce que Dominic ne criait jamais, ne menaçait jamais, ne répétait jamais 2 fois ce qu'il disait. Il parlait une fois et les choses se passaient. Mais ce qui définissait vraiment Dominic Valente, ce n'était pas le pouvoir, ni l'argent, ni la peur qu'il inspirait aux autres. Ce qui le définissait vraiment, c'était une femme de 63 ans vivant dans une vieille maison à Brooklyn. Sa mère, Maggie Valente, elle était la seule faiblesse de Dominic et aussi la seule qu'il n'essayait jamais de cacher. Car tout ce que Dominic possédait aujourd'hui, chaque dollar, chaque immeuble, chaque relation, chaque souffle qu'il prenait encore venait de cette femme. L'histoire de Dominic avait commencé dans le sang et le feu. Son père, Giovanni Valente, avait été le précédent chef de la famille, un homme respecté, craint et finalement trahi. Giovanni a été assassiné juste devant le restaurant familial dans le quartier de Little Italy, par une nuit d'hiver, par ceux-là même en qui il avait confiance. Dominic n'avait alors que 22 ans, encore un enfant aux yeux du milieu. Personne ne pensait qu'il survivrait, et encore moins qu'il prendrait le contrôle. Mais il se trompait. Dominic ne s'est pas enfui. Il se tenait debout dans le sang de son père, le regard baissé, et dans ses yeux de 22 ans, quelque chose mourut, et quelque chose de bien plus effrayant se réveilla. En 2 ans, Dominic reconstruisit tout l'Empire à partir des cendres, éliminant les traîtres un par un, forgeant de nouvelles alliances, étendant son territoire et transformant le nom Valente en quelque chose que personne sur la côte Est n'osait défier. Ses mains étaient tachées de sang. Il le savait. Il ne le niait pas.
Mais il y avait une chose que le sang et la violence ne pouvaient atteindre. Le dernier recoin tendre de son cœur, celui réservé à sa mère. Pour chaque décision importante de sa vie, Dominic demandait l'avis de Maggie. Non pas parce qu'elle comprenait les affaires ou le monde souterrain, mais parce qu'elle comprenait les gens. Elle était la seule boussole morale dont Dominic disposait encore, et il savait que s'il perdait cette boussole, il se perdrait lui-même. Et c'était cet homme que Natasha Kensington avait jeté son dévolu. Margaret Valente, ou Maggie, comme tout le monde l'appelait dans le quartier de Brooklyn, était la femme derrière tout ce que Dominic avait. Et pourtant, elle n'avait jamais prétendu être autre chose qu'une mère. Elle avait 63 ans. Ses cheveux argentés étaient noués en un chignon soigné dans la nuque. Ses mains fines étaient marquées par des callosités dues à des décennies de travail, et ses yeux bruns foncés reflétaient une douce tristesse qu'elle ne laissait personne voir, sauf lorsqu'elle se croyait seule. Maggie était née dans un petit village à flanc de colline en Sicile, où les étés brûlaient de la peau et les hivers glaçaient jusqu'aux os. Elle était arrivée en Amérique à 18 ans, avec une valise en tissu et sans un sou en poche, n'emportant avec elle que sa foi en Dieu et ses mains prêtes à accomplir n'importe quel travail. Elle avait rencontré Giovanni Valente à Brooklyn, l'avait aimé, épousé et lui avait donné un fils. Elle savait qui était son mari, savait ce qu'il faisait, mais elle ne posait jamais de questions, ne s'immisçait jamais dans ses affaires. Elle l'aimait simplement et élevait leur enfant. Puis vint cette nuit-là, la nuit où Giovanni ne franchit plus jamais le seuil de la porte. Elle reçut l'appel à 2 heures du matin. La voix de Tommy tremblait à l'autre bout du fil. À l'époque, Tommy n'était qu'un gamin de 20 ans qui courait après Giovanni. Maggie n'a pas crié, ne s'est pas évanouie, n'a pas pleuré. Elle a posé le téléphone, est entrée dans la chambre de Dominic, a regardé son fils endormi et a murmuré « À partir de maintenant, il n'y a plus que toi et moi. » Puis elle s'est enfermée dans la salle de bain et a pleuré pendant 3 heures sans faire de bruit, car elle ne voulait pas que son fils l'entende. Les années qui ont suivi la mort de Giovanni ont été un véritable enfer. La famille s'est effondrée. Les alliés ont tourné le dos. Les ennemis ont surgi comme des vautours sentant l'odeur d'un cadavre. Et Maggie, une immigrante sans diplôme, sans pouvoir, sans armes, a dû protéger seule son unique enfant tandis que les loups se rapprochaient. Elle a cumulé 3 emplois. Elle a fait la lessive pour les familles du quartier. Elle faisait la vaisselle dans un restaurant italien à Bennenhurst de 18h à minuit. Et elle cousait et raccommodait les vêtements des voisins dès qu'elle le pouvait. Elle dormait en moyenne 4 heures par nuit. Ses mains étaient gercées par le savon. Son dos lui faisait mal à force de rester debout trop longtemps. Mais elle ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Et pourtant, le plus dur n'était pas la pauvreté. C'était la nuit où les Donneys sont venus. Patrick Donnelly Sr., le père de l'actuel Patrick Donnelly, voulait s'emparer de tout le territoire des Valente. Il savait que Dominic était le fils unique de Giovanni, la graine qui pouvait faire renaître la famille. Il voulait que cette graine soit détruite. 3 hommes se sont présentés chez Maggie à minuit. Ils ont enfoncé la porte, l'ont tiré hors du lit, l'ont frappé à coups de poing et de pied, lui ont tiré les cheveux et lui ont crié au visage « Où est-ce le garçon? Livre-le-nous !» Maggie avait déjà envoyé Dominic chez un ami dans le New Jersey car elle sentait le danger approcher. Elle gisait sur le sol de la cuisine, les sangs coulant d'une coupure au front, les yeux gonflés et fermés, les côtes cassées, mais elle ne parlait toujours pas. Pas un mot. Ils la battirent pendant près d'1 heure. Finalement, ils sont partis, convaincus qu'elle ne savait vraiment pas où se trouvait son fils. La cicatrice sur le front de Maggie, datant de cette nuit-là, n'a jamais disparu. Elle se trouvait juste au-dessus de son sourcil gauche et mesurait près de 3 cm de long. Chaque fois que Dominic la voyait, il serrait les mâchoires et son regard s'assombrissait. C'est pourquoi Dominic Valente était impitoyable avec ses ennemis. Non pas parce qu'il aimait la violence, mais parce qu'il se souvenait de la cicatrice au-dessus du front de sa mère. Lorsque Dominic a grandi et reconstruit l'Empire, la première chose qu'il a faite a été de rénover la vieille maison de Brooklyn pour elle. Il voulait lui acheter un manoir dans l'Upper East Side. Il voulait l'emmener dans le penthouse de Tribeca, mais Maggie a refusé. Elle a dit « C'est dans cette maison que ton père m'a serré dans ses bras pour la dernière fois avant de franchir cette porte. Je ne vais nulle part. » Et Dominic ne discuta pas davantage.
Maggie resta donc à Brooklyn, dans la vieille maison avec un jardin de roses blanches à l'arrière qu'elle entretenait de ses propres mains chaque matin, où elle allait à la messe catholique tous les dimanches, où elle portait le chapelet que Giovanni lui avait offert le jour de leur mariage. Elle pétrissait la pâte à la main pour préparer des pâtes fraîches chaque semaine pour Dominique. Elle préparait le célèbre tiramisu dont Dominique était accro depuis son enfance. Elle portait de simples chemisiers à fleurs, des chaussures plates, et elle ne touchait jamais à la carte de crédit illimitée que Dominique gardait pour elle dans un tiroir. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de son jardin de roses, de son église, de sa cuisine et de son fils, qui rentrait à la maison pour dîner tous les dimanches. Cela lui suffisait. Et il y avait une chose que Maggie avait apprise à Dominique lorsqu'il était encore un garçon maigre, aux genoux écorchés à force de se battre dans la rue. Une phrase qu'il avait gravée dans sa mémoire plus profondément que toutes les leçons que le monde souterrain lui avait jamais enseignées. Tu peux être fort contre le monde entier, mais ne perds jamais ton cœur, mon fils. Car quand tu perds ton cœur, tu perds tout. Et c'était cette femme que Natasha Kensington avait décidé de détruire. Et c'est lors d'une nuit de septembre, lors d'un événement auquel Dominique était censé assister pendant exactement 30 minutes avant de partir comme d'habitude, que tout a commencé à changer. Le gala de charité annuel à l'Hôtel Pierre sur la 5e avenue était l'une des soirées les plus prestigieuses de New York, où l'élite de la ville se réunissait sous des lustres en cristal, sirotait du champagne et faisait semblant de se soucier des enfants pauvres, alors qu'en réalité, elle venait pour être vue et pour observer les autres. La famille Levalente était le principal sponsor du gala, en partie pour son image publique, en partie parce que c'était le moyen le plus poli de transformer de l'argent sale en argent propre. Dominique entra dans la salle de bal, suivi de près par Tommy, 2 autres gardes du corps attendant dehors près de la voiture. Il portait un costume 3 pièces noires, sans cravate, les boutons du haut ouverts, l'air à la fois élégant et dangereux. À son passage, les gens hochaient la tête, lui offraient des sourires crispés, puis s'écartaient pour lui laisser le passage. Dominique n'aimait pas ce genre d'événement. Il détestait des conversations futiles, détestait les poignées de main moites, détestait la façon dont les gens riaient alors qu'ils avaient vraiment peur. Il avait prévu de partir au bout de 20 minutes, mais c'est alors qu'il l'aperçut. Natasha Kensington se tenait seule près d'une colonne de marbre, dans le coin le plus éloigné de la pièce, un verre de vin rouge à la main. Le regard fixe et calme, ce que Dominique voyait rarement chez les personnes présentes dans cette salle. Elle portait une longue robe noire qui effleurait le sol, simple mais parfaitement coupée, soulignant sa silhouette grande et élancée. Ses longs cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules. Son maquillage était si léger qu'il était presque imperceptible, à l'exception de ses lèvres rouges foncées qui constituaient le seul accent prononcé. Elle portait autour du cou une fine chaîne en argent, avec une petite pierre et aux oreilles une paire de boucles d'oreilles en perles. Elle était élégante, chic, mais sans ostentation. Ce que Dominique ignorait, c'est que la robe avait été empruntée à une boutique de location haut de gamme. Le collier était un faux de grande qualité et les boucles d'oreilles en perles lui avaient été léguées par sa grand-mère, Natasha Kensington. Âgée de 30 ans, elle était la fille de Richard Kensington, un homme d'affaires dans l'immobilier qui figurait autrefois sur la liste des hommes les plus riches de New York. Car Richard Kensington avait fait faillite 2 ans plus tôt, enseveli sous une montagne de dettes, et avait été contraint de vendre sa dernière maison dans l'Upper East Side et de louer un petit appartement dans le Queens. Mais il avait gardé ce secret comme on cache un cadavre dans une cave. Et Richard avait planifié son coup pendant des mois. Il avait étudié tous les patrons, tous les millionnaires, tous les milliardaires de New York. Et finalement, il avait choisi Dominique Valente. Non pas parce que Dominique était le plus riche, mais parce que Dominique était le plus solitaire. Un homme de 36 ans qui n'avait jamais eu de relation sérieuse, qui vivait seul dans un penthouse et dont la seule faiblesse était son cœur. Richard forma Natasha comme on forme un agent. Comment parler, comment se tenir, comment regarder, comment rester silencieuse au bon moment, comment sourire au bon moment. Il engagea un détective privé pour suivre Dominique pendant 3 mois, apprit quel vin il aimait, quel genre de musique il détestait, quel genre de livres il lisait, et surtout qu'il méprisait les femmes qui s'accrochaient au pouvoir. Natasha apprit donc à se montrer tout le contraire,
indépendante, intelligente et légèrement provocante. Ce soir-là, lorsque Dominic s'est approché d'elle, Natasha n'a pas immédiatement tourné la tête. Elle l'a laissé se tenir là pendant 2 secondes, puis s'est lentement retournée, l'a regardé de ses yeux bleu-gris et lui a dit d'une voix basse « Monsieur Valente, je pensais que vous partiriez plus tôt. » Dominic a été légèrement surpris. Elle connaissait son nom, connaissait ses habitudes, et pourtant sa voix ne tremblait pas. Elle n'a pas baissé la tête, ne l'a pas flatté, n'a pas eu l'air effrayé. Elle a soutenu son regard, ce que presque personne à New York n'osait faire. Et pour la première fois depuis longtemps, Dominic Valente s'est senti intrigué. Ils ont discuté pendant près de 2 heures ce soir-là. Natasha lui parla de l'art de la Renaissance italienne, du vin toscane, de l'architecture Art déco à Manhattan. Elle était intelligente, vive d'esprit et avait un humour pince rire que Dominic trouvait intéressant. Elle ne lui posa aucune question sur son travail, ne mentionna pas l'argent et ne sembla impressionnée par rien de ce qui les entourait. Elle donnait à Dominic l'impression d'être un homme ordinaire discutant avec une femme séduisante. Il ne savait pas que tout ce qu'elle avait dit ce soir-là avait été étudié, répété et exécuté avec une précision parfaite, jusque dans les moindres détails. À 3 pas derrière eux, Tommy se tenait les bras croisés, les yeux rivés sur Natasha. L'instinct d'un homme qui avait passé toute sa vie dans le milieu criminel lui criait que quelque chose n'allait pas. Cette fille était trop parfaite, trop calme, trop calculée. Mais Tommy regarda Dominic et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu sur le visage de son patron en 14 ans. Un réel intérêt pour une femme. Tommy garda le silence. Il n'allait pas gâcher ce moment. Pas encore. Et ce soir-là, alors que Dominic était assis dans la voiture sur le chemin du retour vers l'appartement terrasse, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait après une soirée mondaine. Il sourit. Les 3 semaines suivantes passèrent comme un rêve dont Dominic ne voulait pas se réveiller. Ils se voyaient presque tous les jours. Ils dînaient dans un petit restaurant japonais discret du West Village que Dominic adorait, et elle commanda exactement le steak qu'il préférait sans avoir besoin de lui demander, une promenade l'après-midi dans Central Park, où elle lui parla de ses études à Florence, et décrivit la lumière du soir filtrant à travers le dôme du Duomo d'une voix si vivante qu'il eut l'impression d'être sous le charme. Des nuits tardives sur le balcon de l'appartement terrasse de Tribeca, à contempler la ville, où elle pouvait s'asseoir en silence à côté de lui sans essayer de remplir l'espace de mots, et Dominic trouvait ce silence étrangement réconfortant. Natasha ne lui posait jamais de questions sur son travail. Pas même lorsque le téléphone de Dominic sonna au milieu du dîner et qu'il dut s'éloigner pour prendre l'appel. Elle se contenta de sourire, but une gorgée de vin et attendit. Elle ne demanda pas qui c'était, ni ce qui se passait, et ne montra ni curiosité ni irritation. Elle comprenait les règles sans que personne ne les lui enseigne. Ou du moins, elle donnait cette impression. Elle donnait à Dominic l'impression qu'il n'était pas le patron, Valente, lorsqu'il était avec elle. Il était simplement Dominic, un homme de 36 ans qui sortait avec une femme qui lui donnait envie de rire comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Mais chaque soir, après que Dominic l'ait raccompagnée chez elle, ou après qu'elle ait quitté l'appartement terrasse, Natasha se glissait sur la banquette arrière d'un taxi, sortait son téléphone et appelait son père. Sa voix était alors complètement différente, froide, précise, sans la moindre émotion. Cette semaine s'est bien passée. Il commence à me faire confiance. Il m'a parlé de son enfance, de sa mère, de son père. Il s'ouvre à moi. À l'autre bout du fil, Richard Kensington tirait d'une bouffée de cigarette, la voix rauque à cause de la fumée. Bien. Ne précipite pas les choses, ne le pousse pas. Laisse-le venir à toi. Quand tu deviendras sa femme, tout reviendra à notre famille. Natasha raccrocha et regarda par la fenêtre du taxi. Les rues de Manhattan défilaient dans l'obscurité. Elle ne ressentait rien. Ni culpabilité, ni hésitation, pas même le moindre frémissement comme lors de ces soirées passées aux côtés de Dominic. Pour elle, tout cela n'était que du travail. Un investissement à long terme dont les dividendes s'élèveraient à des centaines de millions de dollars. Mais Richard Kensington, aussi rusé fut-il, ne savait pas que sa fille jouait un jeu bien plus important qu'il ne l'imaginait. Car Natasha Kensington n'avait pas qu'un seul patron, elle en avait 2. Les nuits où elle ne voyait pas Dominic et n'appelait pas son père, Natasha utilisait un 2e téléphone, un appareil prépayé acheté en espèces dans une épicerie du Queens.
Non enregistrée, intraçable, elle n'envoyait des SMS qu'à un seul numéro. Patrick Dunny. Patrick Donnelly, 45 ans, un parrain de la mafia irlandaise qui contrôlait la plupart des racines du nord de Manhattan et une partie du Bronx. L'homme dont le père avait autrefois ordonné que Maggie soit battue jusqu'à ce que ses côtes se brisent dans cette maison de Brooklyn il y a des années. L'ennemi juré de la famille de Valente. Natasha rencontra Donnelly pour la première fois dans un bar privé de Hell's Kitchen 3 mois avant de se rendre au Gala du Pierre. Personne n'était au courant de cette rencontre. Ni Richard, ni Tommy, ni Dominic. Donnelly voulait des informations internes sur la famille Levalant, les emplois du temps, les points faibles, les itinéraires de transport, les listes d'alliés. Natasha voulait une assurance. Elle était assez intelligente pour savoir que si elle ne comptait que sur l'argent de Dominic, elle serait toujours dépendante d'un homme. Et elle détestait la dépendance. Donnelly la payait en espèces pour chaque petite information et lui promettait qu'une fois le mariage conclu et qu'elle aurait accès au cercle restreint de Dominic, l'argent serait multiplié par 10. Natasha accepta. Elle n'était loyale envers personne, ni envers son père, ni envers Dominic, ni envers Donnelly. Elle n'était loyale qu'envers elle-même. Et pendant ces 3 douces semaines de fréquentation, alors que Dominic ouvrait lentement son cœur pour la première fois en 36 ans, Natasha Kensington s'affairait à vendre chaque petite information le concernant à l'ennemi le plus mortel de sa famille. Elle était un serpent lové dans la poitrine du lion, et le lion dormait profondément. Après 3 semaines de relation, Dominic fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec aucune autre femme auparavant. Il emmena Natasha chez sa mère. C'était un dimanche après-midi, le jour le plus sacré de la semaine pour la famille Valente. Quel que soit le temps ou les guerres de gang, Dominic se rendait toujours à la maison de Brooklyn pour manger avec sa mère. Lorsque la Bentley noire s'est arrêtée devant la maison, Natasha a regardé par la fenêtre et a dû ravaler un froncement de sourcils instinctif. La maison était une vieille bâtisse de 2 étages avec des briques rouges délavées, des marches en béton légèrement fissurées, un porche recouvert de vignes vertes et un petit jardin à l'avant avec des roses blanches que Maggie entretenait chaque matin. Pour Dominic, c'était l'endroit le plus sacré au monde. Pour Natasha, c'était la preuve que sa future belle-mère était une vieille femme immigrée qui ne savait pas profiter de la vie, vivant dans un taudis alors que son fils avait des centaines de millions de dollars sur son compte. Elle sortit, passa son bras sous celui de Dominic et afficha le plus beau sourire dont elle était capable. Maggie s'était préparée depuis tôt le matin. Elle s'était levée à 5 heures pour aller à la messe, puis était rentrée chez elle et avait commencé à cuisiner. La sauce tomate qu'elle avait préparée à la main selon la recette sicilienne de sa mère mijotait sur la cuisinière depuis 9 heures du matin, emplissant toute la maison d'une douce chaleur familière. Les pâtes fraîches avaient été pétries à la main, étalées finement, coupées en rubans et disposées sur un égouttoir en bois dans la cuisine. Du poulet rôti à l'italienne avec du romarin et du citron, une salade assaisonnée d'huile d'olive, du pain ciabatta croustillant, et au centre de la table, un tiramisu à 3 couches dont Dominic était accro depuis qu'il était petit. La nappe en dentelle blanche que Maggie avait crochetée pendant des mois. Un vase de roses blanches du jardin, de simples assiettes blanches qu'elle utilisait depuis plus de 20 ans. Tout était modeste, mais chaque détail reflétait l'amour d'une mère pour son fils. Maggie les accueillit à la porte, s'essuyant rapidement les mains sur son tablier à fleurs. Elle serra Natasha dans ses bras, chaleureusement, sincèrement. « Bienvenue chez moi, ma fille. Dominic m'a tellement parlé de toi. Je suis si heureuse. » Natasha lui rendit son étreinte, mais son corps était raide comme du fer. Elle tapota 2 fois le dos de Maggie et s'écarta, arborant un sourire que n'importe qui aurait pris pour sincère, sauf qu'il n'atteignait pas ses yeux. « Merci, Madame Valente. Votre maison est si confortable. » Le mot « confortable » sortit de la bouche de Natasha avec un ton que seule une autre femme pouvait reconnaître. Ce n'était pas un compliment. C'était un code pour dire « petite, vieille et sans valeur ». Dominic ne l'entendit pas. Il était trop occupé à embrasser sa mère et à respirer l'odeur familière de la sauce tomate avec le sourire d'un garçon de 10 ans. Mais Maggie l'entendit. Ses oreilles avaient entendu suffisamment de voix en 63 ans pour savoir quand un mot avait un sens différent de celui qu'il semblait avoir. Ils s'assirent à table. Dominic mangea comme un homme qui n'avait pas mangé de toute la semaine, remplissant son assiette, complimentant sa mère, racontant des blagues, essayant de mettre à l'aise les 2 femmes les plus importantes de sa vie.
Natacha s'assit en face de Maggie et mangea très peu. Elle utilisa sa fourchette pour prendre un seul morceau de pâte, le porta à sa bouche et le mâcha lentement, avec l'expression de quelqu'un qui s'efforce d'être poli. Lorsque Maggie lui en proposa davantage, Natacha secoua doucement la tête. « Non, merci. Je fais attention à mon régime. » Dominique rit. « Chérie, tu n'as pas besoin de régime. Prends-en davantage. Les pâtes de ma mère sont les meilleurs au monde. » Natacha esquissa un petit sourire crispé. « J'en suis sûr, chérie. » C'est alors que cela se produisit. Le téléphone de Dominique vibra. « Tommy, une urgence venait de se présenter. Un problème de livraison au port de Newark. » Dominique s'excusa, repoussa sa chaise et sortit sur la terrasse arrière pour prendre l'appel. 2 gardes du corps restèrent devant le portail, suffisamment loin pour ne rien entendre à l'intérieur. Maggie était à l'évier en train de faire la vaisselle, le dos tourné, et à ce moment-là, le masque tomba. Exactement 15 secondes. Natacha se leva de table et s'approcha de Maggie à pas de velours. Elle s'arrêta près d'elle, pencha la tête et parla d'une voix basse et froide, sans la moindre émotion. « Il mérite mieux que ce taudis, vous ne trouvez pas? » Maggie cessa de laver la vaisselle. Elle tenait toujours une assiette mouillée dans la main, mais tout son corps se raidit. Elle tourna lentement la tête et regarda Natacha. « Qu'avez-vous dit? » Natacha arborait déjà son doux sourire, sa voix claire comme le cristal. J'ai dit « Le repas était absolument délicieux, Madame Valente. Merci beaucoup pour le déjeuner. » À ce moment précis, Dominique revint. « Tout va bien? » Natacha se retourna, posa une main sur le bras de Dominique et appuya sa tête contre son épaule. « Tout est parfait, chérie. Ta mère est adorable. » Maggie resta là, tenant l'assiette mouillée si fort que ses jointures en étaient douloureuses, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle venait de voir quelque chose dans les yeux de Natacha. Quelque chose de sombre, de calculateur, de dangereux. Mais lorsqu'elle regarda son fils, Dominique regardait Natacha avec une expression que Maggie n'avait jamais vue sur son visage auparavant. Le regard d'un homme amoureux. Et le cœur de Maggie se déchira en deux. Avait-elle mal entendu? Était-elle jalouse parce que, pour la première fois, une autre femme avait conquis le cœur de son fils? Était-elle en train de devenir le genre de belle-mère égoïste dont les gens chuchotaient? Le genre qui ne pouvait accepter que son fils ait grandi et aime quelqu'un d'autre? Elle décida de ne rien dire. Pas encore. Mais cette nuit-là, après le départ de Dominique et de Natacha, Maggie s'assit seule dans la cuisine où l'air portait encore le parfum léger de la sauce tomate, les doigts crispés sur son chapelet, et au fond d'elle-même, elle savait qu'elle n'avait pas mal entendu. Natasha Kensington avait commencé son jeu, et les règles étaient simples. Détruire Maggie petit à petit. Ne laisser aucune trace jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre fanée dans la vie de Dominique. Et lorsque le mariage serait certain, lorsque l'argent serait à portée de main, Natasha achèverait le reste. Au cours des mois qui suivirent, Natasha Kensington mena sa campagne avec la précision d'un chirurgien. Elle n'avait pas besoin de scalpel. Elle n'avait besoin que de mots, et chaque mot était calculé pour rompre le lien invisible qui unissait Dominique à sa mère. Assez doucement pour qu'il ne ressente aucune douleur. Assez douce pour qu'il ne se rende pas compte qu'il était en train de perdre la chose la plus précieuse qu'il avait. Cela commença par de petites phrases qui semblaient inoffensives. « Chérie, ce soir, nous sommes invités à dîner chez Léonard. Je ne pense pas que ta mère apprécierait ce genre de restaurant français haut de gamme. C'est trop sophistiqué pour elle. Allons-y juste tous les deux et nous lui rendrons visite le week-end prochain. » Dominique acquiesça. C'était logique. Sa mère n'aimait vraiment pas ce genre de restaurant. La semaine suivante, chérie, le gala de ce soir est en noir taille. Il y aura toute la haute société de Manhattan. J'ai peur que ta mère se sente mal à l'aise parmi ces gens. Elle ne serait pas à l'aise. Si tu l'aimes, ne la force pas à venir. Dominique acquiesça à nouveau. Il pensait que Natacha était attentionnée. Il pensait qu'elle protégeait Maggie de situations qui pourraient l'embarrasser. Il ne voyait pas le fil qui se coupait. Puis le week-end arriva. « Chérie, allons dans les Hamptons ce week-end. Je suis épuisé. J'ai besoin de me reposer. On appellera ta mère la semaine prochaine. » Et ce dimanche-là, pour la première fois depuis des années, la chaise de Dominique à la table de Maggie était vide. Maggie était assise seule à la table qu'elle avait dressée pour deux. Des pâtes fraîches qu'elle avait préparées depuis le matin. Une sauce tomate qui mijotait depuis 9 heures. Un tiramisu à 3 couches au centre. Tout était prêt, sauf son fils.
Elle fixa la chaise vide, regarda les pâtes refroidir, puis prit son téléphone et appela. Pas de réponse. 1 heure plus tard, Dominic envoya un SMS. « Maman, je suis désolé. Je suis occupé ce week-end. Je viendrai la semaine prochaine. » La semaine suivante n'eut pas lieu non plus, ni celle d'après. Il y avait toujours une raison. Un voyage d'affaires, un dîner important avec un partenaire, un week-end que Natacha avait déjà réservé. Toutes les raisons semblaient valables. Chaque annulation s'accompagnait d'excuses sincères. Mais mises bout à bout, elles formaient un mur de plus en plus haut entre Dominic et Maggie. Les appels du dimanche, autrefois plus sacrés qu'une réunion d'affaires d'1 million de dollars, se réduisaient désormais à 3 minutes précipitées. « Maman, je vais bien. Je suis occupé. Je t'appelle plus tard. » Puis il n'appelait pas. Les dîners du dimanche, que Dominic ne manquait jamais, même si le monde s'écroulait, étaient si souvent annulés que Maggie commença à avoir peur de cuisiner. Car elle ne supportait pas de voir des plats froids rester intacts sur la table. Mais elle continuait à cuisiner tous les dimanches, car l'espoir est tenace, car peut-être que cette semaine-là, il viendrait. Natacha était encore plus subtile que cela. Elle commença à publier des photos d'eux en ligne. Dominic et Natacha dans les Hamptons. Dominic et Natacha dans des restaurants étoilés au guide Michelin. Dominic et Natacha à une fête sur un yacht. Elle n'envoya pas les photos à Maggie, mais elle savait que Maggie les verrait. Et Maggie les vit. Rosa, la fidèle femme de ménage de la famille, rendait visite à Maggie chaque semaine, et Maggie et Rosa regardaient les photos sur l'écran d'un téléphone. Maggie ne parlait pas, mais Rosa voyait ses mains trembler tandis qu'elle faisait défiler les images. Son fils souriait sur ses photos, souriant joyeusement aux côtés de Natacha, dans un monde auquel Maggie n'appartenait pas. Et le plus douloureux n'était pas que Maggie perdait son fils. Le plus douloureux était qu'elle comprenait. Elle comprenait que Dominic n'essayait pas de l'abandonner. Il était amoureux. Et quand un homme est amoureux, il peut devenir aveugle. Natacha a besoin d'insulter Maggie devant Dominic. Elle n'avait qu'à occuper le temps de Dominic jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour sa mère. Et cette tactique fonctionnait mieux que n'importe quelle balle. Car Maggie avait survécu au bal. Elle avait survécu aux coupes de poing de ses ennemis. Elle avait survécu à tout ce que le monde souterrain lui avait infligé. Mais elle ne savait pas comment survivre à son fils, qui disparaissait lentement de sa vie. Non pas par la violence, mais par le sourire d'une autre femme. Puis la nuit que Maggie redoutait le plus arriva enfin. Près de 5 mois après ce premier repas à Brooklyn, son téléphone sonna à 21 heures. Le nom de Dominic s'afficha sur l'écran et le cœur de Maggie se mit à battre plus vite. Car ces derniers temps, son fils l'appelait rarement, et chaque fois que ce numéro apparaissait, elle ressentait à la fois de la joie et de la crainte, répondit-elle. La voix de Dominic, à l'autre bout du fil, n'avait rien à voir avec celle qu'elle connaissait. Ce n'était pas la voix grave et froide du patron Valente, mais celle d'un enfant impatient de montrer à sa mère son triomphe, essoufflé, débordant de bonheur. « Maman, j'ai demandé Natacha en mariage. » Elle a répondu. « Oui, nous allons nous marier, maman. » Maggie serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Son cœur ne battait plus à toute vitesse. C'était comme si une main invisible l'avait saisie et serrée. Elle avait envie de crier « Non, mon fils, tu ne sais pas qui elle est, tu n'as pas entendu ce que j'ai entendu. » Mais ensuite, il y eut sa voix. Cette voix. Ce bonheur pur qu'elle n'avait pas entendu chez Dominic depuis que Giovanni était en vie. La voix d'un garçon qui croyait encore que le monde pouvait être bon, que l'amour était réel, qu'il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie. Et Maggie ne pouvait pas briser cela. Elle n'avait aucune preuve. Elle n'avait que 15 secondes d'une phrase que Natacha avait niée et l'instinct d'une mère que n'importe qui pouvait rejeter comme de la jalousie. Elle ravala ses larmes, s'efforça de calmer sa voix et dit « Félicitations, mon fils. Que Dieu vous bénisse tous les deux. » Dominic rit fort et joyeusement à l'autre bout du fil. « Je t'aime, maman. J'amènerai Natacha dimanche pour que nous puissions fêter ça ensemble. »« Oui, mon fils, je ferai un tiramisu. » Elle raccrocha. La maison était si calme qu'elle pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale dans la cuisine. Elle marcha lentement jusqu'au canapé du salon, s'assit et regarda vers la cheminée. La photo de Giovanni était là, dans un vieux cadre en bois. Elle avait été prise le jour de leur mariage, il y a plus de 40 ans. Giovanni souriait, un brin autour de la taille de Maggie,
les cheveux d'un noir brillant, les yeux brillants comme si le monde entier lui appartenait. Maggie murmura à la photo, la voix tremblante, si faible qu'elle avait l'impression que seul lui et elle pouvaient l'entendre. « Tu vois, notre fils marche vers un piège dont il... » Et sa mère et l'homme à le regarder. Incapable de faire quoi que ce soit, elle porta la main à sa gorge et serra le chapelet que Giovanni lui avait offert le jour de leur mariage. Les perles en bois étaient usées par des décennies d'utilisation quotidienne. Et pour la première fois depuis la nuit où Giovanni n'était pas rentré à la maison, pour la première fois depuis la nuit où elle était allongée sur le sol de la cuisine, les côtes cassées, le front ensanglanté, sans pouvait pas émettre le moindre son. Pour la première fois depuis tant d'années, Margaret Valente pleura. Elle pleura sans faire de bruit. Tout comme cette nuit-là dans la salle de bain, lorsqu'elle avait verrouillé la porte pour que son fils ne l'entende pas. Des larmes coulaient sur ses joues ridées, tombaient sur le chapelet, tombaient sur sa simple robe à fleurs, tombaient sur ses mains calleuses qui avaient trop enduré au cours d'une vie. Elle pleurait parce qu'elle savait. Elle savait au plus profond d'elle-même que Natasha Kensington détruirait son fils, mais elle n'avait aucun moyen de le prouver. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement, et Natasha voulait que tout soit parfait. Ou plus précisément, elle voulait que tout soit si cher que cela en soit suffocant. Dominic ne se souciait jamais de l'argent lorsqu'il s'agissait de la femme qu'il aimait, et Natasha le savait bien. Le mariage fut réservé au Plaza Hotel, dans la grande salle de bal, où le prix de la location à lui seul représentait une somme que la plupart des Américains mettraient toute une vie à gagner. 400 invités, dont des familles alliées, des politiciens, des hommes d'affaires et les personnalités les plus puissantes de la côte est de Moine. Les fleurs étaient importées des Pays-Bas. Des milliers de fleurs blanches et roses pâles avaient été acheminées par jet privé. La robe de mariée avait été confectionnée sur mesure par un grand couturier de Madison Avenue pour un prix de 50 000 $, et était ornée de dentelles françaises et de perles d'eau douce. Une bague de fiançailles en platine sertie d'un diamant de 6 carats trônait sur le doigt de Natasha dans un écrin de velours noir, comme pour proclamer au monde entier qu'elle avait gagné. Et c'est pendant ces préparatifs, Dominic étant absorbé par ses affaires et laissant Natasha s'occuper de tous les détails, que son vrai visage a commencé à se révéler de plus en plus souvent. Mais toujours quand Dominic n'était pas là. Le premier incident s'est produit dans une boutique de mariage de Madison Avenue, où Natasha avait emmené ses amis de la haute société pour essayer des robes de demoiselle d'honneur. Natasha avait invité Maggie à venir, non pas parce qu'elle voulait qu'elle participe, mais parce qu'elle avait besoin d'un public pour sa performance. Maggie arriva vêtue de la robe à fleurs la plus simple qu'elle possédait, les cheveux soigneusement relevés, un chapelet autour du cou, un vieux sac en tissu à la main. Elle entra dans la boutique et se sentit immédiatement déplacée parmi les miroirs brillants, les portants de robes de soirée scintillantes et les 4 femmes parfaitement maquillées qui sirotaient du champagne sur un canapé en velours. C'étaient des amis de Natasha, ou du moins le genre d'amis que l'on a quand on vit dans les hautes sphères new-yorkaises. Le genre qui n'existe que quand on a de l'argent et qui disparaît dès qu'on n'en a plus. Natasha se tenait devant un miroir, essayant une robe de demoiselle d'honneur bleu pâle à l'une d'entre elles, lorsque Maggie entra. Natasha se retourna, regarda Maggie de haut en bas, puis jeta un coup d'œil à ses amis, avec un sourire que seules les femmes cruelles arborent. « Mesdames, voici ma belle-mère, Maggie. Elle est traditionnelle. » Un petit rire. Puis Natasha pencha la tête et baissa la voix juste assez pour que Maggie l'entende, mais suffisamment pour pouvoir nier plus tard. Ma belle-mère s'habillait encore comme si elle venait de débarquer de Sicile. Les rires reprirent, plus fort cette fois, sans se cacher. Les 4 femmes rirent et regardèrent Maggie avec un mélange de pitié et de mépris. Maggie se tenait dans l'embrasure de la porte, les 2 mains agrippées à la bandoulière de son sac en tissu. Elle avait entendu chaque mot clairement. Elle avait compris chaque mot. Elle sentit son visage s'empourprer. Ses yeux la brûlaient, mais elle ne pleura pas. Pas devant elle. Elle se retourna discrètement, entra dans une cabine d'essayage vide à côté d'elle, ferma la porte, s'assit sur la petite chaise, enroula ses doigts autour de son chapelet et se mordit la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang, juste pour s'empêcher de faire du bruit.
Dehors, les rires continuaient de filtrer à travers la fine cloison. Le deuxième incident s'est produit 2 semaines plus tard, lors du dîner de répétition dans un restaurant italien haut de gamme de l'Upper East Side. Maggie s'était soigneusement préparée pour cette soirée. Elle savait qu'elle allait rencontrer les amis et les partenaires de Dominic, des gens importants, des gens riches. Elle ne voulait pas que son fils ait honte de sa mère, alors elle avait économisé pendant des mois. De l'argent qu'elle avait mis de côté avant même que Dominic ne devienne riche. De l'argent qu'elle avait refusé de lui prendre par fierté, et elle s'était acheté une nouvelle robe. La plus belle robe que Maggie ait jamais possédée. En soie bleu foncé, simple mais élégante. Elle resta devant son miroir à la maison pendant près d'1 heure, se demandant si elle avait l'air digne, puis elle prit d'une profonde inspiration et sortit. Au restaurant, Maggie s'assit à côté de Rosa, qui avait été invitée pour lui tenir compagnie. Dominic était assis en bout de la longue table. Natasha était à côté de lui, la main posée sur la sienne, riant de bon cœur et sans contrainte. Le dîner se déroulait sans encombre jusqu'à ce que Natasha se lève un verre de vin rouge et dise qu'elle voulait venir saluer sa belle-mère. Elle s'est approchée de Maggie avec un doux sourire, s'est penchée comme pour l'embrasser, puis sa main s'est légèrement inclinée. Le vin rouge s'est déversé directement sur la poitrine de Maggie. Le vin sombre s'est répandu sur la soie bleue foncée comme du sang, s'imprégnant rapidement, s'étalant, détruisant la robe que Maggie avait achetée avec toutes ses économies. Natasha porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés dans un choc parfaitement joué. « Oh mon Dieu, je suis tellement maladroite. Madame Valente, je suis vraiment désolée. » Sa voix était pleine de remords, mais ses yeux fixaient ceux de Maggie, et dans ses yeux bleu-gris, il n'y avait pas une once de regret, seulement un plaisir froid. Maggie baissa les yeux vers sa robe. Elle ne regarda pas la tâche. Elle regarda des mois d'économie, des heures passées devant son miroir, à se demander si elle était assez jolie. Toute une vie d'humilité anéantie par un léger mouvement du poignet de quelqu'un. Rosa se leva immédiatement, attrapa des serviettes et aida Maggie à se relever. Dominic, assis à l'autre bout de la table, qui n'avait vu l'incident que de loin, se précipita. « Maman, ça va? » Natasha réagit plus vite. « Chérie, c'est entièrement ma faute. Je suis vraiment désolé. Je lui achèterai une nouvelle robe demain. Je te le promets. » Maggie regarda son fils, vit l'inquiétude dans ses yeux et dit ce qu'elle disait toujours. « Ça va, mon fils, ce n'est qu'une robe. » Mais ce n'était pas seulement une robe. Maggie le savait, et Natasha le savait aussi. Après l'incident de la robe lors du dîner de répétition, Maggie décida qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle devait parler à Dominic. Elle devait dire à son fils ce qui se passait, même sans preuve tangible. Même en sachant que Dominic pourrait penser qu'elle n'était qu'une belle-mère jalouse. Mais elle était sa mère, et l'instinct maternel ne ment pas. Elle appela Dominic et lui dit qu'elle avait besoin de le voir seul, juste eux deux, sans Natasha. « Mon fils, j'ai besoin de te parler. C'est important. Ce dimanche, peux-tu venir chez moi tout seul? » Dominic accepta. Mais ce soir-là, lorsqu'il se coucha et en parla à Natasha, comme il lui disait toujours tout, Natasha comprit immédiatement que la vieille femme allait parler. Et si elle parlait, même si Dominic ne la croyait pas tout de suite, le doute s'installerait dans son esprit. Natasha ne pouvait pas permettre cela. Pas après être arrivé aussi loin. Cette nuit-là, après que Dominic se soit endormi profondément, Natasha prit le téléphone prépayé dans la poche cachée de son sac à main, sortit sur le balcon du penthouse et envoya un SMS à Patrick Donnelly. Le message était court. « La vieille femme est sur le point de parler. J'ai besoin qu'elle se taise. Pas de blessure. Contente-toi de lui faire peur. » 2 jours plus tard, lorsque Maggie ouvrit la porte d'entrée tôt le matin pour aller arroser ses roses, comme elle le faisait tous les jours, elle le vit sur le perron. Une enveloppe noire. Sans expéditeur, passe de timbre, pas d'adresse. Quelqu'un l'avait déposée là pendant la nuit, juste devant sa porte, sous le nez du garde que Dominic avait chargé de la protéger. Maggie ramassa l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 5 photos en noir et blanc. Une photo d'elle se rendant à l'église le dimanche matin, prise de l'autre côté de la rue. Une photo d'elle faisant ses courses dans le quartier de Little Italy, prise de dos. Une photo d'elle arrosant les fleurs dans son jardin, prise sous un angle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Une photo d'elle assise près de la fenêtre de sa chambre, en train de lire, prise à travers les rideaux, et une photo d'elle agenouillée en prière devant la cheminée,
où se trouvait la photo de Giovanni. Chaque photo montrait que quelqu'un l'observait depuis des semaines, connaissait son emploi du temps, ses habitudes et pouvait l'atteindre à tout moment. Parmi les photos se trouvait un lys blanc dont les pétales étaient légèrement fanés. Dans la culture italienne, le lys blanc est une fleur funéraire, celle que l'on place sur un cercueil. Maggie comprit immédiatement. Elle avait vécu assez longtemps dans ce monde pour reconnaître le langage muet de la mafia. Au fond de l'enveloppe se trouvait une bande de papier blanc avec des lettres découpées dans des journaux. Chaque caractère provenait d'un titre différent afin qu'aucune écriture ne puisse être identifiée. « Tais-toi, vieille femme !» Maggie s'effondra sur la marche. Ses jambes ne la soutenaient plus. Elle n'avait pas peur pour elle-même. Elle avait été battue jusqu'à ce que ses côtes se brisent et n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas peur de la mort. Ce qui l'effrayait, c'était ce qu'elle avait compris juste après. Quelqu'un en dehors de la famille Valente était impliqué dans cette affaire. Ces photos n'avaient pas été prises par une jeune fille de 30 ans. C'était le travail d'un professionnel, d'un membre de la pègre, de quelqu'un qui savait traquer sans être vu. Et si elle en parlait à Dominique, il ne se contenterait pas d'annuler le mariage. Il traquerait celui qui était derrière tout ça. Il déclencherait une guerre. Du sang serait versé. Ce pourrait être celui de Dominique. Ce pourrait être celui de Tommy. Ce pourrait être le sien. Maggie fixa le lys blanc fané qu'elle tenait dans sa main. Elle regarda les photos de sa vie ordinaire, exposées comme un avertissement qu'elle n'était en sécurité nulle part, et elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Elle rangea l'enveloppe dans un tiroir verrouillé de sa chambre, à côté d'un chapelet de rechange et d'une vieille Bible. Elle rappela Dominique d'une voix si calme qu'elle s'en étonna elle-même. « Mon fils, j'y ai repensé. Ce n'est rien d'important. Je voulais juste te demander le menu du mariage. Tu n'as pas besoin de venir seul. Si tu es occupé, on peut t'en parler au téléphone. » Elle raccrocha, s'assit sur son lit et serra son chapelet jusqu'à ce que les perles en bois s'enfoncent profondément dans sa paume. Maggie choisit le silence, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle aimait son fils plus qu'elle ne s'aimait d'elle-même. 2 semaines avant le mariage, Maggie reçut un SMS de Natasha l'invitant à se rendre au bureau du wedding planner à Midtown pour régler ensemble les derniers détails. Maggie fut surprise. C'était la première fois que Natasha prenait l'initiative de l'inclure dans l'organisation. Elle se demanda si elle s'était trompée à son sujet. Si Natasha essayait de changer, d'ouvrir son cœur, une petite partie de Maggie, celle qui avait toujours voulu croire en la bonté des gens, animée d'une fragile lueur d'espoir, elle enfila sa blouse blanche la plus propre, une jupe noire toute simple, passa son chapelet autour de son cou et demanda à Rosa de l'y conduire. Le bureau de l'organisatrice de mariage se trouvait au 12e étage d'un immeuble en verre dans le centre-ville. Il était si luxueux que Maggie avait l'impression que ses vieilles chaussures plates ne méritaient pas de toucher le sol en marbre poli. Natasha était déjà là avec 2 membres du personnel, occupés à étaler le plan de table sur une grande table. Elle leva les yeux lorsque Maggie entra et lui adressa le sourire auquel Maggie s'était habituée, d'une manière qui lui faisait mal, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Oh, Madame Valente, je suis ravi que vous ayez pu venir. Venez voir. » Maggie s'approcha de la table et examina le plan, les listes de fleurs, les décorations de table. Tout était grandiose, somptueux, parfait selon les critères de Natasha. Puis Maggie vit la liste des fleurs, des pivoines blanches, des pivoines roses pâles et des lys, mais pas de roses. Elle hésita, puis parla doucement, d'une voix prudente et douce, comme si elle demandait la permission plutôt que de faire une suggestion. « Ma chère, j'ai une petite idée. Pourrions-nous ajouter quelques roses blanches sur les tables? » Giovanni, le père de Dominique, cultivait des roses blanches pour moi dans le jardin derrière la maison. Ce serait une façon pour lui d'être présent le jour du mariage de son fils. Lorsque Maggie eut terminé, ses yeux s'illuminèrent d'un tendre espoir. Elle pensait que c'était une petite demande, un détail significatif que tout le monde accepterait. Elle se trompait. Natasha leva la tête. Son sourire disparut. Ses yeux bleu-gris devinrent froids en un instant, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur derrière ses iris. « Excusez-moi. » Maggie répéta d'une voix encore plus douce. « Juste quelques roses blanches, ma chère, pour se souvenir de Giovanni. » « Je vous ai entendu. » Natasha l'interrompit d'une voix soudainement aiguë. Elle se redressa, les 2 mains appuyées sur la table, fixant Maggie avec mépris.
Elle ne prenait même plus la peine de se cacher. Vous savez quoi? J'en ai assez, j'ai été patiente, j'ai été polie. Mais laisse-moi te dire une chose très clairement. Elle contourna la table et s'arrêta devant Maggie, assez près pour que Maggie puisse sentir le parfum coûteux sur son cou. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une plongeuse qui a eu la chance que son fils gagne de l'argent. Tu as passé toute ta vie à récurer les sols des autres et à coudre les vêtements des autres. Tu ne sais rien de ce monde. Tu n'as pas ta place à mon mariage, et encore moins pour me dire quelles fleurs mettre sur mes tables. Chaque mot tombait comme un couteau. Rosa se tenait dans un coin, la main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Les deux membres du personnel de l'événement se sont figés, trop effrayés pour bouger. Maggie restait là à regarder Natasha. Et à ce moment-là, elle ne voyait pas une femme de 30 ans. Elle vit quelque chose de plus vieux, de plus sombre, quelque chose qu'elle avait vu dans les yeux des hommes qui lui avaient cassé les côtes sur le sol de la cuisine de Brooklyn, des années auparavant. De la pure cruauté. Puis Natasha la gifla. La main droite de Natasha se leva et frappa de toutes ses forces la joue gauche de Maggie. Le bruit résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. La tête de Maggie se tourna brusquement sur le côté. Son corps trébucha, manquant de tomber. Sa joue brûlait et des larmes montèrent, non pas à cause de la douleur, mais à cause du choc de réaliser que la femme qui allait épouser son fils venait de la frapper devant d'autres personnes sans la moindre hésitation. Mais Maggie ne tomba pas. Elle se stabilisa, se redressa et leva lentement la main pour toucher la chaleur qui envahissait sa joue. Elle regarda Natasha. Elle ne dit pas un mot. Elle ne cria pas, ne jura pas, ne supplia pas. Elle se contenta de la regarder de ses yeux bruns foncés qui avaient vu son mari se faire assassiner, qui avait autrefois fixé le sol ensanglanté de la cuisine sans révéler où se cachait son fils. Elle fixa Natasha de ce regard, puis se retourna et quitta la pièce avec une dignité qu'aucune main, aucune gifle ne pourrait jamais lui ôter. Rosa courut après elle dans le couloir, sanglotant, et attrapa la main de Maggie. « Madame Maggie, vous devez le dire à Monsieur Dominic, vous devez le faire. Elle ne peut pas vous traiter comme ça. » Maggie s'arrêta et regarda Rosa. Ses yeux étaient rouges mais secs. Sa voix était basse et lente, oui. « Si je le dis à Dominic, savez-vous ce qu'il fera? Il la tuera. Vous savez qui il est. Vous savez qu'il ne pourra pas se contrôler. Et alors je perdrai mon fils, qui ira en prison. Je préfère recevoir 5 gifles plutôt que de le perdre. » Rosa ne pouvait pas parler. Elle pleurait seulement. Cette nuit-là, dans la maison calme de Brooklyn, Maggie s'agenouilla sur le parquet de sa chambre, devant la cheminée où la photo de Giovanni la regardait. La petite bougie qu'elle avait allumée vacillait, sa lumière tremblant sur le vieux cadre. La cicatrice sur son front palpitait, comme pour lui rappeler qu'elle avait enduré pire que cela et qu'elle était toujours en vie. Sa joue gauche était encore marquée de rouge. Elle serra son chapelet, ferma les yeux et murmura « Giovanni, donne-moi la force. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur de perdre notre fils. Pas à cause des balles, ni de la guerre, mais à cause de l'amour aveugle qui habite son cœur. S'il te plaît, mon Dieu, montre-moi le chemin. » Maggie resta agenouillée devant la cheminée pendant près de 2 heures cette nuit-là. Et lorsqu'elle se releva enfin, les genoux endoloris et le dos raide, quelque chose en elle avait changé. Ce n'était pas que la douleur avait disparu. La douleur était toujours là, ses joues palpitaient encore, son cœur était toujours lourd. Mais à côté de cette douleur, quelque chose d'autre s'était réveillé. Quelque chose qu'elle croyait endormie depuis longtemps. La force de la femme qui, autrefois, était restée allongée sur le sol de la cuisine, les côtes cassées, sans jamais ouvrir la bouche pour prononcer un seul mot. Maggie se regarda dans le miroir de la salle de bain, regarda la rougeur sur sa joue gauche, regarda la vieille cicatrice sur son front, et elle se souvint de qui elle était. Elle n'était pas une vieille femme faible, destinée à se laisser malmener. Elle était Margaret Valente. Elle était la femme qui avait regardé droit dans les yeux les 3 hommes de la famille Donnelly alors qu'ils la frappaient à coups de pied et de poing, sans ciller. Elle était la femme qui avait élevé son fils seul parmi les loups et qui n'avait jamais laissé le garçon se faire égratigner. Cette fille de 30 ans pensait que Maggie était une proie facile. Elle avait tort. Le lendemain matin, Maggie appela Rosa. Sa voix était calme, claire. Elle ne tremblait plus comme auparavant. « Rosa, viens à la maison. Nous devons parler. »
Rosa est arrivée en moins d'une heure. Les deux femmes se sont assises dans la cuisine, la porte fermée, les rideaux tirés, parlant à voix basse pour que les murs ne les écoutent pas. Maggie a dit « Je ne dirai rien à Dominic. Tu sais pourquoi? Tu connais mon fils. S'il apprend qu'elle m'a giflé, il ne posera pas de questions. Il n'écoutera pas. Il n'attendra pas. Il réagira de la seule manière qu'il connaisse. Et alors, soit elle mourra, soit quelqu'un mourra, soit mon fils ira en prison. Je n'accepterai aucune de ces issues. » Rosa acquiesça, les larmes encore humides sur ses joues. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Maggie regarda Rosa et dans ses yeux bruns foncés, Rosa vit une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère, mais une détermination absolue. « Je veux que Dominic le voie de ses propres yeux, l'entendre de ses propres oreilles, pas de ma bouche, car il pensera que je suis jalouse. De sa propre bouche. Je veux que la vérité soit révélée d'une manière que personne ne pourra nier, que personne ne pourra expliquer. » Et sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée, Rosa fixa Maggie du regard. Et à ce moment-là, elle comprit pourquoi cette femme avait survécu à tout. Non pas grâce à la chance, mais parce qu'elle était plus perspicace que les gens ne le pensaient. Cet après-midi-là, Maggie fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis toutes ces années. Elle prit son ancien téléphone et chercha un contact que Dominic avait enregistré pour elle il y a longtemps, en cas d'urgence. Franklin Gould, l'avocat de la famille Valente, un homme de 55 ans, en qui Dominic avait entièrement confiance pour toutes les questions juridiques et secrètes. Maggie composa le numéro. Franklin répondit à la deuxième sonnerie, surpris qu'elle l'appelle directement, car elle ne l'avait jamais fait auparavant. « Madame Valente, y a-t-il un problème? » Maggie parla lentement. « Franklin, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un. Natasha Kensington, sa famille, ses finances, toutes ses relations, et en particulier tout lien avec Patrick Donnelly. » Silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Franklin s'abaissa. « Donnelly, vous êtes sûr? »« Je suis sûr. Monsieur Dominic est-il au courant? »« Non. »« Et vous ne lui en parlerez pas? »« Pas encore. » Franklin resta silencieux pendant quelques secondes. Il savait que Maggie n'était pas du genre à parler à la légère. Si elle appelait, c'était qu'elle avait une raison. « Je comprends. Donnez-moi une semaine. » Le plan commença dès le lendemain. Rosa avait un neveu nommé Marco, âgé de 28 ans, technicien en système de sécurité pour une entreprise privée dans le Queens. Le jeune homme n'avait rien à voir avec le monde souterrain, mais il aimait Rosa comme sa propre mère. Et lorsqu'elle l'appela pour lui demander de l'aide sans trop s'expliquer, il ne posa pas de questions. Il dit simplement « Dis-moi ce dont tu as besoin, et je le ferai. » Marco est venu chez Maggie avec un petit sac contenant 3 caméras miniatures, chacune pas plus grande que la pointe d'un stylo, avec des piles pouvant fonctionner en continu pendant 2 semaines, capturant des images et du son de haute qualité et transmettant les données à un vieil ordinateur portable que Marco avait déjà installé et caché dans le placard de la chambre. C'est Rosa qui a placé les caméras. Elle savait exactement où Natasha avait tendance à agir lorsque Dominic n'était pas là. Parce que Rosa était toujours là, toujours témoin, toujours l'ombre que Natasha ne prenait jamais la peine de remarquer. Parce que pour elle, une femme de ménage était aussi invisible qu'un meuble. La première caméra était cachée dans un cadre contenant une image sacrée accrochée au mur de la cuisine, juste au-dessus de l'évier, à l'endroit même où Natasha s'était installée à 2 reprises pour humilier Maggie lorsque Dominic était sorti. La deuxième caméra était dissimulée dans une petite statue en porcelaine de la Vierge Marie sur l'étagère du salon, dirigée directement vers la table à manger et la porte d'entrée. La troisième était une caméra bouton que Rosa portait sur son manteau chaque fois qu'elle accompagnait Maggie au bureau du planificateur de mariage ou à tout autre endroit où Natasha pouvait se trouver. Puis, ils ont attendu. 2 semaines, 14 jours d'enregistrement continu. Natasha ne se doutait de rien. Elle continuait à se comporter comme si Maggie avait été complètement brisée après cette gifle. Elle venait chez Maggie le dimanche avec Dominic, affichait son faux sourire, appelait Maggie « maman » devant lui. Puis, dès que Dominic s'éloignait pour prendre un appel, elle se tournait vers Maggie avec ses yeux froids et lui disait des choses comme « Tu as appris à bien te comporter. Continue comme ça et tout ira bien. » La caméra dans le cadre sacré a tout filmé. Mais la plus grande découverte n'est pas venue des caméras installées dans la maison de Maggie.
Elle est venue de la caméra cachée dans le manteau de Rose. Une semaine avant le mariage, Rosa est allée avec Maggie à la place pour vérifier une dernière fois les fleurs et les tables. Natasha était là, au téléphone, dans la salle de préparation de la mariée. Elle pensait être seule car elle n'avait pas remarqué Rosa qui se tenait dans le couloir, juste à côté d'une porte entr'ouverte. Rosa est restée immobile. La caméra cachée sur sa poitrine était dirigée vers la fente et la voix de Natasha était claire comme de l'eau de roche. Pat, tout est en bonne voie après le mariage. J'aurai accès à son emploi du temps, à ses gardes du corps, à ses comptes, à tout ce dont tu as besoin. Donne-moi juste 2 mois après la cérémonie et je te livrerai. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Natasha poursuivit. Non, il ne se doute de rien. Il est amoureux, d'un amour aveugle et stupide, et de la vieille femme. Elle est prise en charge. Elle ne dira pas un mot après notre petit rappel. Rosa se tenait devant cette porte, serrant son manteau, le cœur battant si fort qu'elle craignait que Natasha ne l'entende. Natasha parlait à Donnelly. Elle ne cherchait pas seulement à gagner de l'argent. C'était une traîtresse. Elle vendait Dominic à l'ennemi mortel de sa famille. Rosa se retourna et sortit du couloir, puis de l'hôtel, d'un pas plus léger que jamais, monta dans la voiture et appela Maggie d'une voix si tremblante qu'elle dut se répéter 3 fois avant que Maggie ne comprenne. Au même moment, Franklin Gould appela. Il avait terminé son enquête et sa voix était basse et grave. « Madame Valente, j'ai les résultats. Richard Kensington était complètement ruiné. Il a 12 millions de dollars de dettes et est poursuivi par au moins 4 créanciers. Il vit grâce à des prêts à taux d'intérêt élevés. Et Natasha, d'après mes sources, a rencontré Patrick Donnelly au moins 7 fois au cours des 6 derniers mois. Les lieux de rencontre comprennent un barn à Hell's Kitchen, 2 fois dans un petit hôtel à Hoboken et 4 fois dans un appartement loué à Jersey City que Donnelly utilise pour ses transactions privées. Lorsque Maggie entendit cela, elle posa le téléphone sur la table de la cuisine et ferma les yeux. Elle avait désormais tout. La vidéo de l'humiliation et des menaces, l'enregistrement audio de l'appel de Natasha à Donnelly, les documents financiers sur l'effondrement de Kensington, la preuve des 7 rencontres entre Natasha et l'ennemi des Valentes. Maggie a ouvert le tiroir de la cuisine et en a sorti une clé USB vierge. Rosa et Marco l'ont aidé à compiler tous les clips, tous les enregistrements, tous les fichiers sur ce petit appareil. Tout tenait dans la paume de sa main. La dernière étape consistait pour Rosa à contacter Eddie, un vieil ami de Marco qui travaillait comme technicien audio et vidéo pour les événements organisés à la Plaza. Rosa expliqua à Eddie que la famille voulait préparer une vidéo surprise pour le marié lors de la réception de mariage. Un cadeau touchant de la part de sa mère. Eddie accepta sans poser de questions. Il brancherait la clé USB au système de la grande salle de bal et la diffuserait sur grand écran lorsque Rosa lui ferait signe. Maggie tenait la clé USB dans sa main, petite et légère, mais suffisamment puissante pour briser le masque de Natasha Kensington devant 400 personnes. Elle regarda la photo de Giovanni sur la cheminée et murmura « C'est presque l'heure, mon amour. Le jour du mariage est arrivé. » Un samedi de la mi-mars, il faisait froid à New York, mais la lumière du soleil était claire et vive, comme si le ciel lui-même voulait mettre en lumière le plus grand événement que Manhattan allait connaître. Le Plaza Hotel était décoré comme un palais royal. Des milliers de pivoines blanches et roses pâles importées des Pays-Bas recouvraient l'entrée de la grande salle de bal. Des rubans blancs tombaient du haut plafond vers d'énormes lustres en cristal. Des bougies blanches brillaient sur chaque table. Et au fond de la salle, un gâteau de mariage à 2 étages trônait sur un piédestal en cristal, recouvert d'un glaçage blanc pur et décoré de délicates fleurs en sucre. Les 400 invités commencèrent à arriver dès le petit matin. Ce n'était pas un mariage ordinaire. C'était un rassemblement de la pègre de la côte Est déguisée en haute société. Les chefs des familles alliées avaient pris l'avion depuis Philadelphie, Boston et Chicago, chacun accompagné de son entourage. Des politiciens municipaux et régionaux étaient présents, ceux dont la carrière avait été en partie bâtie grâce aux dons de Valente. Des hommes d'affaires, des avocats, des stars du spectacle, tous réunis sous un même toit, sirotant du Dom Pérignon et faisant semblant de ne pas savoir que l'homme qu'ils étaient venus féliciter pouvait éliminer n'importe qui dans cette salle d'un simple coup de fil. La sécurité était tellement renforcée qu'il était difficile de respirer.
Tommy coordonnait tout. Des gardes à chaque entrée et sortie, des détecteurs de métaux à la porte principale, 2 véhicules blindés garés devant, et une équipe de 4 hommes en costume noir répartis dans la salle de bal, des oreillettes, les yeux balayant sans cesse la salle. Dans sa loge du marié, à l'étage, Dominic se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate noire sur un costume noir parfaitement taillé. Tommy se tenait derrière lui, les bras croisés, silencieux pendant un long moment avant de parler. « Patron, je te le dis une dernière fois. J'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Je n'ai pas de preuves. Je me fie uniquement à mon instinct, mais mon instinct ne m'a jamais trompé. » Dominic croisa le regard de Tommy à travers le miroir, la mâchoire serrée. « Tommy, c'est mon mariage aujourd'hui. Si tu le répètes encore une fois, tu quittes cette pièce. » Tommy le regarda, poussa un soupir et acquiesça. « Je comprends. » Il se retourna pour partir. Mais avant de fermer la porte, il ajouta si doucement qu'il semblait être le seul à l'entendre. « J'espère me tromper. » À 3 pâtés de maison de là, dans la maison de Brooklyn, Maggie se tenait devant le miroir de sa chambre. Elle portait une nouvelle robe que Rosa l'avait aidée à choisir, d'un gris argenté doux, élégante, qui allait bien avec ses cheveux argentés soigneusement épinglés. Elle s'observa, puis regarda la cicatrice sur son front et leva la main pour la toucher légèrement. Cette cicatrice était là depuis plus de 30 ans, lui rappelant chaque jour qu'elle avait enduré pire que cela et qu'elle était toujours debout. Elle prit le petit sac à main posé sur le lit, l'ouvrit et vérifia son contenu. La clé USB se trouvait dans la poche intérieure fermée à clé, petite, en sécurité. Elle referma le sac, prit une profonde inspiration et dit à la photo de Giovanni posée sur la cheminée, « Aujourd'hui, mon amour. » Lorsque Maggie arriva sur la place, elle se dirigea directement vers la zone de préparation pour voir Dominic avant la cérémonie. Elle tenait dans sa main une rose blanche cueillie dans son jardin le matin même, la plus belle fleur du rosier que Giovanni avait plantée plus de 40 ans auparavant, selon la tradition familiale des Valentes. La mère du marié épingla une fleur au revers de la veste de son fils avant le mariage, en guise de bénédiction silencieuse. Mais avant qu'elle n'atteigne la chambre de Dominic, Natacha sortit de la suite nuptiale, radieuse dans une robe à 50 000 $, les cheveux relevés, un petit diadème en cristal captant la lumière. Son regard se posa sur la rose blanche dans la main de Maggie, et son expression changea instantanément. Elle s'est approchée et a arraché la rose des mains de Maggie d'un geste brusque. Les pétales se sont éparpillés sur le sol en marbre. Natacha a jeté la rose par terre, a posé le talon de ses talons aiguilles de 30 cm dessus et l'a écrasé. « Je ne veux pas de tes mauvaises herbes dans le costume de mon mari. C'est mon mariage, pas un marché aux puces sicilien. » Maggie regarda la rose écrasée sous la chaussure de Natacha, la rose de Giovanni. Elle ne pleura pas, elle ne trembla pas. Cette fois, elle sourit. Un petit sourire calme, presque doux. Et ce sourire fit hésiter Natacha pour la première fois. Quelque chose n'allait pas. Cette vieille femme était censée avoir peur, baisser la tête, reculer, mais elle souriait. Natacha repoussa ce malaise et retourna vers la suite nuptiale. Elle ne savait pas que c'était le sourire de quelqu'un qui détenait toutes les cartes et attendait le moment précis pour les abattre. La réception commença. 400 invités prirent en place. Le champagne coulait à flot. Un jazz doux s'échappait du groupe qui jouait dans un coin de la scène. Maggie entra dans sa salle de bal et chercha sa table. Elle passa devant la table 1, la table 2, la table 3. Elle marcha et marcha, passant devant des dizaines de tables rondes recouvertes de nappes blanches, jusqu'à atteindre la dernière, collée contre la porte qui menait à la cuisine, d'où s'échappait le cliquetis des casseroles et des poêles. La table de la mère du marié. La dernière table de la salle. Rosa s'assit à côté d'elle et lui serra la main sous la table. Maggie tapota légèrement la main de Rosa. Tout va bien. C'est presque fini. La réception se déroula sans encombre pendant les premières heures. Dominic et Natacha étaient assis à la table d'honneur, souriant, acceptant les félicitations, ressemblant au couple le plus parfait du monde. Puis vint le moment de couper le gâteau. Natacha se leva et entraîna Dominic vers le gâteau à 2 étages posé sur un piédestal en cristal. Les flashs crépitèrent. Les invités applaudirent, mais au lieu de le couper, Natacha se retourna soudainement, balayant la salle du regard à la recherche de Maggie.
Elle la repéra à la dernière table. Elle sourit, puis, devant 400 paires d'yeux, Natasha Kensington souleva le gâteau à 2 étages à 2 mains, le porta et se dirigea droit vers Maggie. Dominic se tenait derrière elle, perplexe. « Natasha, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répondit pas. Le calme inquiétant dans les yeux de Maggie, un peu plus tôt, avait rongé les nerfs de Natasha, finissant par briser son masque professionnel froid. Elle marcha jusqu'à la dernière table, s'arrêta devant Maggie et lui jeta le gâteau de mariage en plein visage. Le glaçage blanc, les miettes et les fleurs en sucre explosèrent. Le gâteau recouvrait le visage de Maggie, glissait dans ses cheveux, descendait le long de sa nouvelle robe gris argentée, puis le long du chapelet autour de son cou. Toute la salle de bal se figea. 400 personnes retinrent leur souffle. Natasha se tenait au-dessus de Maggie, haletante, les yeux brillants d'un plaisir sauvage, et hurla si fort que sa voix emplit la grande salle de bal. « Tu veux goûter? Ici? C'est ici que tu dois être. » Sous mes pieds, silence absolu. Pas un seul bruit. Seulement le doux goutte à goutte du glaçage tombant du visage de Maggie sur le sol en marbre. Et Maggie, le visage couvert de gâteau, se leva lentement de sa chaise, tremblante mais assurée, et regarda droit vers Rosa à côté d'elle. Elle hocha la tête une fois, juste un petit signe. Rosa comprit. Elle sortit son téléphone et envoya un seul mot à Eddie dans la cabine technique. À présent, l'écran géant derrière la scène s'alluma. Personne ne l'avait allumé. Personne de l'équipe organisatrice n'avait donné d'ordre. Les 400 paires d'yeux, encore figés par la vue du gâteau de mariage jeté au visage de Maggie, furent attirés vers la lueur bleue et blanche de l'énorme mur LED qui occupait presque tout l'arrière de la scène. Puis la vidéo commença à être diffusée. Le premier clip montrait la cuisine de Maggie à Brooklyn, filmée depuis le cadre sacré accroché au mur. Natasha se tenait devant Maggie tandis que Dominic venait de sortir pour prendre un appel. La voix de Natasha résonnait dans le système audio de la grande salle de bal, cristalline, glaciale, empreinte de mépris. « Tu as appris à bien te comporter. Continue comme ça et tout ira bien. » 400 personnes fixaient l'écran. Personne ne respirait. Le deuxième clip passait au bureau du wedding planner de Midtown, filmé par la caméra cachée de Rose. Natasha se tenait près de Maggie, le regard dur, la voix aiguë. « Tu n'es qu'une plongeuse qui a eu la chance que son fils fasse fortune. Tu n'as pas ta place à mon mariage. » Puis la main de Natasha s'est abattue. La gifle a résonné dans les haut-parleurs comme un coup de fouet. La tête de Maggie s'est tournée brusquement sur le côté. Sa joue était rouge. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement levée et est sortie avec dignité. Toute la salle de bal était désormais témoin. Des sanglots épars ont commencé à retentir dans la pièce. Les femmes se couvraient la bouche. Les hommes serraient les mâchoires. Le troisième extrait reproduisait la voix de Richard Kensington au téléphone, enregistré depuis le téléphone de Natasha un soir où elle avait eu l'imprudence d'utiliser le haut-parleur alors que Rosa était à proximité. Richard disait « Bien, ne te précipite pas. Quand tu deviendras sa femme, tout ce que notre famille a perdu nous reviendra. » Dans la salle de bal, Richard Kensington, assis à la table 3 dans un costume gris coûteux qu'il avait emprunté, devint blanc comme un linge. Il commença à se lever, mais 2 des gardes de Tommy étaient déjà derrière lui, comme s'ils avaient toujours été là. Puis le dernier extrait fut diffusé, celui qui a tout changé. La salle de préparation de la mariée à l'hôtel Plaza une semaine plus tôt, filmée par la caméra cachée de Rosa à travers une porte entr'ouverte. Natasha tenait son téléphone, la voix détendue et confiante, comme si elle parlait à un partenaire commercial plutôt qu'à l'ennemi mortel de la famille dans laquelle elle était sur le point de se marier. « Pat, tout est en bonne voie. Après le mariage, j'aurai accès à son emploi du temps, à ses gardes du corps, à ses comptes, à tout ce dont tu as besoin. » Puis sa voix devint encore plus légère, presque amusée. Il est amoureux, d'un amour aveugle et stupide. Et la vieille femme, on s'occupe d'elle. Le nom de Patrick Donnelly résonna dans la salle de bal comme si quelqu'un avait retiré la goupille d'une grenade. Les chefs alliés de Philadelphie, Boston et Chicago se regardèrent. Dans le monde souterrain, il n'y a qu'un seul péché que personne ne pardonne. Personne n'efface. Personne n'oublie. La trahison. Et Natasha Kensington n'avait pas seulement trahi Dominic, elle avait trahi toute l'alliance en vendant des informations à Donnelly. La vidéo s'arrêta, l'écran est devenu noir.
Un silence de mort a envahi la grande salle de bal. 400 personnes, y compris des hommes qui avaient vu la mort s'enseiller, sont restés parfaitement immobiles. Natasha se tenait au milieu de la pièce dans sa robe de mariée d'un blanc immaculé, le visage plus pâle encore que le tissu. Elle tourna la tête à gauche, puis à droite, la bouche bougeant sans émettre le moindre son. Elle cherchait une issue, mais toutes les portes étaient déjà fermées. Tommy avait donné l'ordre de verrouiller les lieux dès le début de la vidéo. Personne n'entrait, personne ne sortait. Dominic se tenait à 3 pas de Natasha. Il n'avait pas bougé pendant toute la durée de la vidéo. Il se tenait comme une statue, les mains pendantes le long du corps, le visage décoloré. Mais ses yeux gris foncés, n'exprimaient pas la colère. La colère est bruyante, brûlante, explosive. Ce qui habitait le regard de Dominic à présent était plus froid que cela, plus profond que cela, bien plus terrifiant. C'était la destruction maîtrisée à la perfection. Il s'avança vers Natasha. Chaque pas résonnait sur le marbre dans un silence absolu. Natasha recula. Ses talons heurtèrent le pied d'une table. Elle trébucha. « Dominic, chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. » Dominic s'arrêta devant elle. Sa voix était grave, lourde, chaque mot tombant lentement comme des balles glissant dans un chargeur. « Tu as touché ma mère. Tu as frappé la femme qui a encaissé des coups qui lui ont cassé les côtes et qui ne m'a jamais abandonné. Tu m'as vendu à Donnelly, le fils de l'homme qui lui a fait cette cicatrice sur le front. » Natasha pleura. Du mascara coulait sur ses joues. « C'est pas que tu crois. Je peux t'expliquer, s'il te plaît. » Dominic tourna la tête vers Tommy. Un simple petit signe de tête. Tommy fit un signe. 2 gardes se dirigèrent vers la table 3, saisirent Richard Kensington par les bras, le soulevèrent et le forcèrent à s'agenouiller devant Dominic. Richard tremblait violemment. Les larmes et la mauve coulaient, sa voix se brisait. « Monsieur Vallancey, s'il vous plaît, je peux vous expliquer. Tout cela était son idée. Je ne savais rien à propos de Donnelly. Je vous en prie. » Dominic ne regarda pas Richard. Il se tourna vers les 400 invités. Sa voix emplit la salle de bal sans micro, car lorsque Dominic Vallant parle, le monde entier se tait pour l'écouter. Ce mariage est mort avant même d'avoir commencé. Il n'y a pas d'union, seulement la fin de vos mensonges. Aujourd'hui, tous ceux qui se trouvent dans cette salle sont témoins que la famille Vallant ne pardonne pas la trahison. Il fit une pause et prit une inspiration. Puis sa voix devint plus douce, plus basse, presque gentille. Mais aujourd'hui, je ne vais tuer personne. Les chefs alliés se regardèrent, stupéfaits. Dans leur monde, la trahison signifie la mort. Parce que ma mère m'a appris que la vraie force n'est pas de prendre une vie. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter. Dominic tourna le dos à Natasha. Il se dirigea vers la dernière table près de la porte de la cuisine, où Maggie se tenait toujours. Le visage recouvert de glaçage, les cheveux maculés de miettes, son chapelet taché. Il s'est arrêté devant elle et le chef mafieux le plus impitoyable de New York. L'homme que toute la côte Est craignait s'est lentement agenouillé sur le sol en marbre, devant 400 personnes, devant les familles alliées, les politiciens, les hommes d'affaires, devant le monde souterrain lui-même. Dominic Vallanté s'est agenouillé devant une femme de 63 ans, couverte de gâteaux, et sa voix s'est brisée pour la première fois de sa vie. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé d'avoir été aveugle. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je suis désolé d'avoir laissé quelqu'un te frapper sans même le savoir. » Maggie baissa les yeux vers son fils, agenouillé à ses pieds. Elle leva ses mains colleuses, encore collantes de glaçage, prit le visage de Dominic entre ses mains et le releva. Elle regarda ses yeux gris foncés, humides et rouges, et dit d'une voix que seule une mère peut avoir. « Je te pardonne pour toujours. » Dominic la serra fort dans ses bras, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Le glaçage de Maggie se répandit sur son costume noir, mais il s'en moquait. Les 400 personnes présentes restèrent silencieuses. Beaucoup d'entre elles pleuraient. Rosa sanglotait à côté d'eux. Tommy se tenait à 3 pas, les yeux rouges, la mâchoire serrée. Mais il ne détourna pas le regard. Il regardait parce qu'il avait besoin de voir ce moment. Même les patrons les plus froids, les hommes qui vivaient dans la glace parce que c'était la seule façon de survivre, baissèrent la tête. Natasha Kensington et Richard Kensington furent expulsés de la place le soir même. Natasha portait toujours sa robe de mariée blanche.
Du mascara noir coulait sur ses joues, ses cheveux étaient défaits et ébouriffés. Elle franchit les portes de l'hôtel sous les regards méprisants de dizaines de personnes. Richard la suivait, son costume froissé, le visage livide. Tout en bredouillant des excuses que personne ne voulait entendre, deux gardes de Tommy les escortèrent jusqu'au trottoir, puis s'arrêtèrent à l'entrée, les bras croisés, regardant le père et la fille disparaître dans la nuit de Manhattan, les mains vides. À partir de cette nuit-là, Dominic Valente les détruisit sans verser une seule goutte de sang. Il n'utilisa pas d'arme à feu. Il utilisa un téléphone. Au cours de la première semaine qui suivit le mariage qui n'eut jamais lieu, Dominic ordonna à Franklin Gould de révéler tous les détails de la ruine financière de Richard Kensington à tous ses créanciers, à tous ses anciens partenaires, à toutes les banques qu'il essayait encore de charmer pour qu'elles lui prêtent de l'argent. 12 millions de dollars de dettes, 4 procès en attente, des actifs qui ne valaient rien. L'information s'est répandue dans le monde financier new-yorkais en 3 jours. Après cela, personne n'a prêté un seul centime à Richard Kensington. Personne ne répondait à ses appels. Au cours de la deuxième semaine, Dominic a fermé toutes les portes restantes. Tous les restaurants, hôtels, entreprises et clubs de New York ayant des liens avec la famille Valente, et leur nombre était plus important que quiconque ne l'imaginait, ont reçu un court message. Le père et la fille Kensington n'étaient pas les bienvenus. Aucune explication n'était nécessaire. Dans ce monde, quand Dominic Valente dit « quelqu'un n'existe pas », cette personne n'existe plus. Patrick Donnelly, dès qu'il a appris que Natasha avait été démasquée, a réagi comme l'aurait fait un vieux mafieux. Il a immédiatement coupé tout contact. Le téléphone prépayé que Natasha utilisait pour lui envoyer des SMS a été désactivé moins d'1 heure après la diffusion de la vidéo. Donnelly n'était pas stupide. Il savait que la famille Valente avait désormais la preuve qu'il s'était immiscé dans leurs affaires. Et il savait également que Dominic, même s'il avait déclaré qu'il ne tuerait personne lors du mariage, n'avait pas dit qu'il ne tuerait personne après le mariage. Donnelly se replongea dans l'ombre, resta silencieux et espéra que la tempête passerait. Natasha devait quitter New York. Personne dans cette ville ne l'accepterait. Ses amis de la haute société, cette même femme qui avait ri avec elle lorsqu'elle s'était moquée de Maggie dans la boutique de mariage, ne répondait plus à aucun de ses messages. Son numéro fut bloqué par tous ses contacts, un par un, comme si elle était contagieuse. Elle et Richard emménagèrent dans la petite maison de sa grand-mère, dans une ville tranquille du Connecticut, une vieille maison avec de la moisissure dans les coins, des planchers en bois qui craquaient à des kilomètres des lumières de Manhattan. D'une femme qui rêvait de vivre au sommet du monde, Natasha Kensington devint personne, complètement personne. Mais Dominic paya aussi le prix fort. Dans le monde souterrain, ce qui s'était passé au mariage n'était pas seulement un scandale personnel. C'était un signe de faiblesse. Un patron qui laisse un ennemi installer quelqu'un dans son lit pendant 6 mois sans s'en apercevoir est une faille fatale. Certaines familles alliées ont commencé à douter. Un patron de Philadelphie a appelé Tommy et lui a demandé sans détour si Valente avait toujours le contrôle. Un patron de Boston a discrètement pris ses distances, sans rompre l'alliance mais sans plus s'impliquer. Tommy s'est épuisé à réparer les dégâts. Il a fait des allers-retours entre les villes, organisé des réunions privées, donné des assurances, fait des promesses et prouvé discrètement que la famille Valente était toujours solide. Dominic savait tout cela. Mais dans les premières semaines qui ont suivi le mariage qui n'a jamais eu lieu, il ne se souciait pas de la politique du milieu. Il retournait à Brooklyn tous les dimanches. Il s'asseyait sur la vieille chaise de cuisine à la table de Maggie, mangeait les pâtes qu'elle avait préparées le matin, buvait un café noir italien bien fort et ne disait pas grand-chose. Parfois, il s'asseyait simplement dans la roseraie derrière la maison pendant que Maggie arrosait les fleurs et que Dominic la regardait. Et le silence entre eux n'était pas pesant. Il était chaleureux, comme s'il recousait lentement les déchirures laissées par Natasha. Dominic changea, non pas de manière spectaculaire ou soudaine, mais progressivement, comme l'hiver laisse place au printemps à New York. Il est devenu plus réfléchi. Il écoutait davantage. Et chaque fois qu'il voyait la cicatrice sur le front de sa mère, il ne serrait plus les mâchoires. Il levait simplement la main, touchait légèrement la cicatrice et disait « Je suis désolé, maman ». Et Maggie répondait toujours de la même manière. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu es là. Ça suffit.
6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu à la Plaza, Dominic emmena Maggie dans un centre communautaire de Brooklyn, à quelques pâtés de maison de chez elle. Elle ne comprit pas pourquoi il l'avait amenée là-bas jusqu'à ce qu'elle voie le panneau au-dessus de la porte d'entrée. Maggie Valent Fun. Elle s'arrêta, fixa l'enseigne puis regarda son fils. Dominic lui prit la main. C'est un fonds qui porte ton nom. Il vient en aide aux femmes immigrées et aux mères célibataires. Il leur accorde des microcrédits pour ouvrir de petites boutiques, leur offre des formations professionnelles, des services de garde d'enfants et un soutien psychologique afin qu'aucune femme n'ait à vivre ce que tu as vécu sans personne pour l'aider. La cérémonie d'inauguration était simple mais chaleureuse. Des dizaines de femmes immigrées étaient présentes, beaucoup avec de jeunes enfants dans les bras. Maggie se tenait devant le micro, son chapelet serré dans la main. La voix tremblante mais claire, elle s'exprima en anglais, avec l'accent sicilien qu'elle n'avait jamais cherché à cacher. « Je n'avais rien quand je suis arrivé dans ce pays. Seulement mes 2 mains et ma foi. Et ces 2 choses m'ont suffi pour élever mon fils et en faire un homme. J'espère que ce fonds vous montrera que vos 2 mains et votre foi peuvent vous suffire à vous aussi. » Dominic se tenait à côté de sa mère, lui tenant la main, et s'adressa à la foule d'une voix qu'il n'avait jamais utilisée lors d'une réunion d'affaires ou d'une négociation avec la pègre. La voix d'un fils fier de sa mère. Ce fonds existe parce que ma mère m'a appris que la dignité ne se mesure pas à l'argent. Elle se mesure au caractère. Elle a travaillé toute sa vie de ses mains pour que j'aie une chance. Et maintenant, d'autres femmes auront la même chance. Mais l'histoire n'était pas terminée. Car la plus grande surprise était sur le point de se produire. Quelque chose que personne, pas même Maggie, n'aurait pu prévoir. 3 mois après l'ouverture du fonds, par un après-midi pluvieux et lumineux à Brooklyn, Gianna Whitfield franchit les portes du centre communautaire, un sac en toile sur l'épaule et un mince dossier à la main. Elle avait 27 ans, les cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, sans maquillage, vêtue d'un vieux jean délavé aux genoux et d'une chemise blanche propre aux poignets usés. Ses baskets avaient une petite déchirure au niveau des orteils qu'elle avait recousues avec du fil blanc. Elle avait l'air si ordinaire qu'elle passait presque inaperçue dans la foule. Mais il y avait quelque chose en elle qui incitait les gens à la regarder 2 fois. Ses yeux étaient grands et bruns, chaleureux, mais empreints d'une profonde tristesse. Le genre de tristesse que l'on voit chez quelqu'un qui a perdu trop tôt et qui a appris à ne rien attendre de la vie. Gianna Whitfield était orpheline depuis l'âge de 12 ans. Ses parents étaient morts dans l'incendie d'un appartement dans le Bronx une nuit de janvier lorsque le système d'alarme était tombé en panne et que l'escalier de secours était fermé par une chaîne parce que le propriétaire était trop radin pour le réparer. 23 personnes sont mortes cette nuit-là, dont sa mère et son père. Gianna a survécu parce qu'elle dormait chez sa grand-mère. Sa grand-mère était une femme portoricaine âgée qui travaillait comme femme de ménage pour 3 familles de l'Upper West Side. Elle a élevé Gianna avec un maigre salaire jusqu'à ce que le cancer du poumon l'emporte lorsque Gianna avait 14 ans. Après cela, Gianna a été placée dans le système d'aide sociale à l'enfance. La première famille d'accueil la traitait comme une domestique non rémunérée. La deuxième, elle était pire. Le père d'accueil buvait et la battait avec une ceinture. Les cicatrices de ses coups étaient encore visibles sur son dos, sous forme de fines lignes blanches qui se croisaient, et elle les cachait toujours sous des manches longues, même en été. À 16 ans, Gianna s'est enfuie. Elle a vécu dans les rues de New York pendant près de 2 ans, dormant dans des refuges, mangeant dans des soupes populaires, acceptant n'importe quel travail rémunéré, faisant la plonge, distribuant des prospectus, nettoyant. Elle a étudié seule à la bibliothèque publique pour obtenir son GED, lisant tous les soirs sous les lampadaires. Son seul rêve était d'ouvrir une petite boutique qui vendrait à la fois des pâtisseries et des fleurs. Car l'odeur du beurre dans un four et le parfum des fleurs fraîches étaient les 2 seules choses qui pouvaient la ramener à son enfance, quand ses parents étaient encore en vie. Elle travaillait désormais dans une petite boulangerie de Brooklyn, gagnant suffisamment pour payer sa chambre et sa nourriture. Et le week-end, elle vendait des bouquets qu'elle composait elle-même au marché aux puces. Le dossier qu'elle avait soumis au fonds demandait une aide au démarrage pour ouvrir une petite boutique qui vendrait à la fois des pâtisseries et des fleurs, un endroit qu'elle prévoyait d'appeler Flower and Bloom. Lorsque Gianna a présenté son projet au comité d'examen des fonds, Dominic était présent. Il était assis au dernier rang et observait en silence. Et tandis que Gianna parlait,
décrivant son petit rêve d'une voix légèrement tremblante, mais toujours pleine de passion. Alors que ses yeux s'illuminaient pour la première fois parce qu'elle parlait de la seule chose qu'elle aimait vraiment, Dominic ressentit quelque chose dans sa poitrine. Il pensait que ce sentiment était mort après Natasha. Ce n'était pas de la fascination ni le désir de posséder, mais une pure admiration. Cette fille n'avait rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de relation, mais elle avait ce que Natasha n'avait jamais eu, la sincérité. Maggie était assise à côté de Dominic et vit l'expression sur le visage de son fils. Cette fois, elle n'avait pas peur, car cette expression était différente. Ce n'était pas l'obsession aveugle qu'elle avait vue chez Natasha. C'était le frémissement d'un cœur qui se réveillait lentement après un long sommeil hivernal. Le projet de Gianna fut approuvé. Dominic se porta volontaire pour visiter la boulangerie où elle travaillait, prétextant vouloir mieux comprendre comment le fonds aidait les bénéficiaires. Mais en réalité, il voulait la revoir. Au cours des mois qui suivirent, Dominic vint à la boulangerie plusieurs fois par semaine, s'assit à une petite table près de la fenêtre, but du café noir et discuta avec Gianna. Il ne venait pas accompagné de garde du corps. Il ne conduisait pas sa Bentley. Il ne portait pas de costume. Il venait en T-shirt et en jean, entrait à pied et s'asseyait comme un client ordinaire. Gianna savait qui était Dominic. Elle avait grandi dans la rue. Elle connaissait le milieu et elle avait peur. Elle gardait ses distances, polie, mais sur ses gardes. Dominic ne la pressait pas. Il était patient. Il écoutait et il ne se vantait jamais. Puis, un soir, vers minuit, alors que Gianna nettoyait seule le magasin, 3 voyous ivres ont fait irruption, l'ont harcelé, ont claqué les tables et donné des coups de pied dans les chaises. Gianna s'est réfugiée dans un coin de la cuisine, un balai à la main, le cœur battant à tout rompre. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Dominic est entré. Il n'a pas crié. Il n'a pas sorti d'armes. Il s'est simplement tenu dans l'embrasure de la porte, a regardé les 3 hommes de ses yeux gris foncés et a prononcé une seule phrase. « Vous avez 3 secondes pour sortir. » Ils ont regardé Dominic, ont croisé son regard, puis se sont enfuis. Gianna est restée dans le coin de la cuisine, toujours armée de son balai, et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie en sécurité. Un mois plus tard, Dominic a emmené Gianna chez Maggie un dimanche. Maggie avait été tendue toute la matinée. Ses mains tremblaient, car elle avait besoin de pâte à pâte. Car après Natasha, elle n'osait plus faire confiance à aucune femme qui s'approchait de son fils. Gianna est entrée et la première chose qu'elle a faite a été de serrer Maggie dans ses bras. Une étreinte serrée, une longue étreinte. Une étreinte comme si elle serrait dans ses bras la grand-mère qu'elle avait perdue. « Vite, Madame Maggie, c'est un honneur de vous rencontrer. Dominic parle tellement de vous. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. » L'étreinte était sincère. Maggie sentit immédiatement la différence. Pas de corps raide, pas de petite tape police dans le dos, pas de faux sourire. Gianna la serra de tout son cœur. Le repas n'avait rien à voir avec celui de la première fois où Natasha était venue. Gianna mangea 2 portions de pâtes et les loua avec un enthousiasme sincère, les yeux brillants lorsqu'elle goûta la sauce tomate. « Madame Maggie, cette sauce est exactement comme celle que ma mère faisait. Cette odeur, des tomates mijotées avec de l'ail et du basilic frais. C'est le souvenir le plus heureux qui me reste. » Elle demanda la recette du tiramisu. Elle parla de ses parents morts dans l'incendie, de sa grand-mère qui travaillait comme femme de ménage pour l'élever, de son placement en famille d'accueil dans la rue. Elle en parla sans apitoiement, sans chercher à susciter la sympathie, simplement comme une partie de sa vie qu'elle avait acceptée et traversée. Après le repas, Dominic fit de la vaisselle tandis que Gianna aida Maggie à débarrasser la table. Gianna parlait doucement, sans détour, sans aucune trace de calcul. « Madame Maggie, je veux que vous sachiez que je me moque de l'argent et du pouvoir de Dominic. Honnêtement, ces choses me font peur. Mais je vois son cœur quand il parle de vous. Et ce cœur, je l'aime. Je n'ai qu'un petit rêve de boulangerie et des mains qui travaillent, mais ils sont à moi et j'en suis fier. » Maggie prit la main de Gianna et sentit sa peau, cailleuse, rugueuse, craquelée, tout comme la sienne. Elle regarda Gianna dans les yeux et dit « Je te croise, ma fille. Je vois la vérité dans tes yeux. » Puis Gianna remarqua la cicatrice sur le front de Maggie. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne demanda pas d'où elle venait. Elle leva seulement la main et la toucha doucement du bout des doigts, comme si elle comprenait. Parce qu'elle aussi avait des cicatrices. Pas sur le front,
mais sur le dos, caché sous de longues manches. Les deux femmes se regardèrent à ce moment-là, et elles n'avaient pas besoin de plus de mots. Elles se comprenaient dans un langage que seules les personnes qui ont trop souffert apprennent à parler. 10 mois après avoir rencontré Jenna Whitfield lors d'un dimanche après-midi tranquille à Brooklyn, tout avait changé. Pas de manière bruyante et violente, comme dans le monde souterrain, mais doucement, lentement, comme les roses blanches de Maggie s'épanouissent chaque printemps. Dominic arriva chez sa mère plus tôt que d'habitude ce jour-là. Gianna était déjà là, aidant Maggie à préparer la pâte dans la cuisine. Les deux femmes riaient tandis que leurs mains devenaient blanches de farine. L'odeur de la sauce tomate qui mijotait sur la cuisinière emplissait toute la maison. Dominic resta un moment dans l'embrasure de la porte de la cuisine à les regarder, et son cœur, ce cœur qu'il croyait à jamais endurci par le sang et la violence, battait doucement et chaleureusement d'une manière qu'il ne pensait plus pouvoir ressentir. Le repas se déroula comme tous les autres dimanches. Pâtes fraîches, sauce tomate, poulet rôti, tiramisu. Gianna mangea 2 portions, Dominic en mangea 3, et Maggie regarda ses 2 enfants manger sans avoir besoin de leur servir davantage, car elle était comblée de bonheur. Puis, au milieu du repas, Dominic posa sa fourchette, regarda Gianna, regarda sa mère et dit « Je vais sortir un instant ». Il se leva et se dirigea vers le salon. Maggie le suivit du regard et comprit immédiatement. Son cœur se mit à battre plus fort. Dominic revint, tenant une petite boîte en velours noir et non un grand écrin en velours estampillé du logo d'un célèbre joaillier. Une petite boîte, simple, modeste. Il se tint devant Gianna et le parrain de la mafia le plus redouté de New York, l'homme que toute la côte Est craignait, s'agenouilla sur le vieux parquet du modeste salon de sa mère. Il n'y avait ni photographe, ni musique, ni caméra, ni 400 invités, seulement 3 personnes dans une vieille maison de Brooklyn, l'odeur du tiramisu flottant dans la cuisine et la lumière du soleil de fin d'après-midi se répandant à travers la fenêtre sur le visage stupéfait de Gianna. Dominic ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague simple, en or blanc, sans diamant de 6 carats, sans platine sertie de pierres précieuses, juste un cercle épuré et élégant gravé à l'intérieur de 4 mots italiens. Laia Dassa, le chemin vers la maison. Gianna, tu m'as appris ce qu'est le véritable amour. Tu m'as appris que le bonheur ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent. Il réside dans les personnes avec lesquelles tu es prêt à partager ta vie. Tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. Tu es mon chemin vers la maison. Épouse-moi, s'écria Gianna. Des larmes coulaient sur ses joues, mais ses yeux bruns et chaleureux brillaient plus que n'importe quel diamant. Oui, 1000 fois oui. Oui, Maggie était assise à la table, son chapelet serré dans la main, les larmes coulant sur ses joues ridées. Mais cette fois, pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de pur bonheur. 6 mois plus tard, le mariage eut lieu et il n'avait rien à voir avec celui de la Plaza. Il n'y avait pas de grande salle de bal scintillante, pas 400 invités, pas de fleurs venues des Pays-Bas, pas de robe à 50 000 $, pas de gâteau à 2 étages sur un piédestal en cristal. Le mariage eut lieu dans le jardin derrière la maison de Maggie à Brooklyn, parmi les rosiers blancs que Giovanni avait plantés plus de 40 ans auparavant. 50 personnes, seulement 50, celles qui comptaient le plus. Rosa était là, pleurant du début à la fin. Tommy se tenait aux côtés de Dominic en tant que témoin, portant pour la première fois de sa vie un costume sans armes à feu caché à l'intérieur. Franklin Gould était assis au 2e rang, souriant, et Maggie, Margaret Valente, 64 ans, se tenait à côté de Gianna en tant que demoiselle d'honneur, portant la robe bleu pâle que Gianna avait choisie pour elle, tenant un bouquet de roses blanches provenant du jardin. Quand vint le moment de prendre la parole, Maggie se leva lentement. Ses jambes n'étaient plus aussi vives qu'autrefois, mais elles étaient fermes. Elle regarda autour d'elle les 50 visages aimés dans le petit jardin, puis elle parla d'une voix tremblante. Pourtant, chaque mot résonnait clairement comme une cloche d'église le dimanche matin. Il y a 1 an et demi, j'ai vécu le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai été méprisé. J'ai été frappé. J'ai été humilié. Et tout cela m'a amené à me demander si j'avais de la valeur, si j'étais assez bonne. Mais aujourd'hui, je comprends que tout ce qui s'est passé ne me concernait pas. C'était pour révéler qui a vraiment du caractère et qui n'en a pas. Et au final,
La vérité l'emporte toujours. Toujours. Elle regarda Dominic et Gianna, leurs mains jointes. Mon fils a appris la leçon la plus difficile de sa vie. Tout ce qui brille n'est pas or. Et parfois, la plus grande richesse se trouve dans les choses les plus simples, dans l'amour sincère, dans la famille, dans l'honnêteté. Elle leva son verre. À mon fils et ma belle-fille, qui ont choisi la voie de la vérité. Puissiez-vous être toujours heureux. Des applaudissements chaleureux retentirent dans le petit jardin. Dominic s'avança et serra sa mère dans ses bras pendant un long moment, puis lui murmura à l'oreille. « Merci, maman, de ne jamais avoir baissé les bras avec moi. » Maggie le serra dans ses bras à son tour, d'une voix douce mais ferme. « Jamais, jamais. » Ce soir-là, tandis que la petite fête se poursuivait au son d'une douce musique italienne provenant d'un vieil haut-parleur, entre rires sincères, parfums de tiramisu et de roses blanches mêlés à l'air frais de Brooklyn, Tommy se tenait dans un coin du jardin, adossé à la clôture en bois, observant la scène. Il regardait Dominic danser avec Gianna sur l'herbe, maladroit, gauche, riant comme un enfant, ne ressemblant en rien au patron de Valente. Tommy sortit son téléphone et appela le chef de la sécurité. « Abaissez le niveau de sécurité. Le patron est rentré. Tout va bien. » Il raccrocha, leva les yeux vers le ciel nocturne de Brooklyn et, pour la première fois en 14 ans, aux côtés de Dominic Valente, Tommy vit son patron véritablement en paix. Dominic cessa de danser et jeta un coup d'œil à Gianna, qui riait avec Maggie à table. Les deux femmes se tenaient la main, leurs têtes rapprochées, et il comprit quelque chose qui lui avait pris toute une vie à apprendre. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler une ville, ce n'est pas de faire peur aux gens, ce n'est pas l'argent ou les armes. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir quelqu'un à aimer et d'être aimé en retour. Et Maggie, Margaret Valente, l'immigrante sicilienne aux mains calleuses et à la cicatrice sur le front, assise dans la roseraie blanche que son défunt mari avait laissée derrière lui, regarda autour d'elle et comprit qu'elle avait gagné. Non pas parce que Natasha avait été démasquée, ni parce que la vérité avait été révélée. Elle avait gagné parce qu'elle ne s'était jamais perdue. Elle n'avait jamais laissé la cruauté la transformer en une personne cruelle. Elle n'a jamais baissé la tête, même lorsque le gâteau de mariage lui a recouvert le visage devant 400 personnes. Car au final, le bien triomphe du mal. La vérité survit au mensonge, et l'amour sincère brise toujours le mensonge. Chaque larme, chaque insulte, chaque moment douloureux en valait la peine, car au final, l'amour avait gagné. Et c'est la leçon que cette histoire offre à tous ceux qui l'écoutent. Peu importe à quel point la vie vous accule dans un coin, peu importe à quel point on se moque de vous, on vous rabaisse, on vous dit que vous n'êtes pas digne, rappelez-vous que la véritable dignité ne peut vous être enlevée que si vous la cédez. Vivez comme Maggie, forte sans violence, résiliente sans perdre votre tendresse, et croyez toujours que la vérité finira par éclater au grand jour, peu importe combien de temps elle restera enfouie. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, et abonnez-vous pour pouvoir écouter chaque jour d'autres histoires enrichissantes avec nous. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti après avoir entendu l'histoire de Maggie et Dominic. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire dans la vie réelle? Avez-vous déjà dû choisir entre garder le silence et vous exprimer? Écrivez vos impressions dans les commentaires. Nous les lisons tous et nous voulons toujours entendre la voix qui vient du plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Merci d'être là et de nous écouter. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.